Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Léa Tilkens, responsable de projet au CRESAM et chargée du projet qui nous réunit aujourd'hui, donc le projet intitulé Les Java des jeunes à la croisée des chemins, que j'aurai l'occasion de vous présenter plus en profondeur, hein, c'est un peu l'objectif dans quelques instants, mais d'ici là, vous présentez aussi mon collègue Alexis van der Linden, qui est avec moi un peu en appui logistique sur ce webinaire et qui prendra notamment la peine de récolter toutes vos questions, si vous en avez, dans le chat. Bonjour. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez au projet et puis d'être là si nombreux sur votre temps de midi. C'est agréable de voir que nous serons autant à partager ce moment de réflexion, ce moment de réflexion sur la thématique de la transition vers l'âge adulte pour les jeunes en situation complexe. Un tout grand merci aussi à nos intervenantes du jour qui ont accepté de nous partager leur expérience et de nous faire bénéficier de leur expertise sur les réalités de terrain et les enjeux qu'implique la thématique du passage à la majorité pour ces jeunes qui nous occupent. Comme vous le savez sans doute, puisque vous avez vu circuler le programme, j'imagine, on est ensemble normalement pour 2 heures sans pause, du coup. 2 heures qui seront scindées en 5 grands moments. Donc d'abord, je vais commencer par vous présenter le projet Java et plus précisément l'appel à projet qui en découle. Ensuite, il y aura une brève petite présentation de la coopérative Serra, qui est partenaire du projet, par Virginie Ball, qui est coordinatrice de projet de la coopérative. Une communication de Yolande Verbist, qui est anthropologue et assistante sociale à l'école Les Moineaux, et qui proposera une communication intitulée faire d'une cohérence une cohérence, et puis une intervention en trio par l'équipe du CHU Bruckmann, le service de psychiatrie de l'équipe du CHU Bruckmann, qui nous partageront leur expérience de création d'un dispositif dédié à la prise en charge de jeunes adultes, avant qu'on puisse partager pour une petite demi-heure un moment d'échange. Voilà, si vous avez des questions, des réactions par rapport à tout ce qui aura pu être dit, ce sera le moment oralement ou alors via le chat, puisque Alexis, mon collègue, pourra relayer les questions qui ont été posées par écrit. Dernière petite chose à vous dire aussi, c'est que ce webinaire est enregistré. J'ai eu l'autorisation des intervenants pour ce faire et puis pas mal de demandes aussi de gens qui sont absents aujourd'hui mais qui étaient désireux de pouvoir revoir le webinaire. Donc voilà, comme ça, il sera disponible dans les plus brefs délais sur le site du CRESAM notamment. Pour présenter le CRESAM à ceux qui ne nous connaissent pas encore, assez brièvement parce que le temps nous est compté et que je vous invite pour plus d'informations à aller voir sur le site du CRESAM, www.cresam.be. Mais donc nous sommes le centre de référence en santé mentale et à ce titre, on poursuit un objectif qui est le soutien de l'action des professionnels de la santé mentale et leur intégration dans le réseau de soins en santé mentale. Objectif qui se décline en différentes missions, dont les principales sont la recherche, afin de mettre toujours à jour et d'améliorer la connaissance dans le domaine de la santé mentale, la mission d'appui dans la réalisation des objectifs et des projets menés par les acteurs et services de santé mentale, la mission d'observateur des pratiques, la mission d'information, donc de collecte et de diffusion de l'information avec un point d'attention particulier pour la déstigmatisation de la santé mentale, et puis une 5e mission qui n'apparaît pas ici sur le PowerPoint, mais qui est une mission de concertation intersectorielle. Donc voilà, ça c'était vite pour vous présenter un peu la SBL. À propos du projet Java en lui-même, qui est vraiment un peu le centre de notre présence aujourd'hui, notre objectif principal, intitulé Les Java des jeunes à la croisée des chemins, c'est une recherche-action qui a donné lieu à un appel à projet qu'on va vous présenter plus en détail aujourd'hui. Il est soutenu par 5 financeurs, la coopérative Serra, que vous aurez l'occasion d'apprendre à connaître un petit peu plus dans quelques instants, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la chaire de psychiatrie de transition de l'ULB, la Fondation Roi-Baudouin et le service du délégué général aux droits de l'enfant. Pour lever toute ambiguïté, parce que l'abréviation, on va dire ça comme ça, est un peu multi-usage et qu'on la retrouve dans d'autres domaines où elle veut dire toute autre chose, à savoir l'informatique et la danse notamment. Ici, Java, c'est l'acronyme qu'on a choisi pour désigner les jeunes adultes et vieux adolescents, donc à savoir plus précisément les jeunes âgés entre 16 et 23 ans. Ce projet, cette recherche-action, ce projet Java, repose sur
s'inscrit dans la lignée, dans le prolongement de recherches qui ont été initiées par le CRESAM depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, avec des intensités bien différentes en fonction des périodes, mais qui, en tous les cas, témoignent du fait que l'intérêt pour cette question n'est pas neuf au CRESAM, qu'il est aujourd'hui le fruit d'une réflexion qui a mûri et qui a dû aussi prendre le temps de trouver les moyens de se concrétiser, mais c'est le cas aujourd'hui puisqu'elle se concrétise avec le projet Java. Projet Java qui donc du coup repose en partie sur ces recherches antérieures qui ont notamment donné lieu à la publication d'un rapport en 2010. À l'époque, le CRESAM n'était pas encore le CRESAM, c'était l'Institut Wallon pour la santé mentale. Et Pascal Minotte, qui est aujourd'hui directeur du CRESAM, co-signait un rapport intitulé « Les situations complexes, état des lieux et pistes de travail concernant la prise en charge des adolescents qui présentent des problématiques psychologiques et comportementales sévères ». Et ce rapport a donné lieu un an après, en juin 2011, à la publication d'un numéro spécial, d'un dossier consacré aux jeunes incasables, point d'interrogation, dans la revue Confluence, qui était la revue de l'Institut, qui n'existe plus non plus, mais qui avait été l'occasion de recueillir des textes de différentes natures, que ce soit des articles de chercheurs, des témoignages de proches, de professionnels, mais aussi un plaidoyer sur le sujet. Alors, situation complexe, qu'est-ce qu'on entend par là précisément? On pourrait estimer que toute situation clinique recouvre à des degrés divers une certaine complexité. Ici, le public qu'on vise avec ce projet, c'est ce public en situation complexe tel que l'entend la littérature sur le sujet, à savoir un public dont la problématique se situe à la croisée des secteurs, secteurs tels que la santé mentale, l'aide à la jeunesse et le handicap. Et donc, s'il n'est pas possible et pas même pertinent d'essayer d'ériger un profil type du jeune en situation complexe ou même une trajectoire modèle du jeune en situation complexe, on peut néanmoins constater toute une forme une certaine répétition du semblable dans le différent. Certes, ces trajectoires sont toutes individuelles, propres à chacun, et chaque vécu est différent, mais on constate des récurrences dans la façon dont les choses se passent pour ces jeunes à différents égards. De manière générale, cela se traduit par un point commun qui est cette répétition du rejet et de la rupture tout au long de la trajectoire de vie qui crée et entretiennent une forme de traumatisme. Le premier s'inscrivant souvent de manière très précoce dès l'enfance, avec un vécu qui s'inscrit assez tôt dans la souffrance et le traumatisme, alors avec des situations très diversifiées aussi. Ça peut être le décès d'un parent, ça peut être des violences intrafamiliales, le rejet par la famille, l'exil, la pauvreté, la négligence, le placement institutionnel, la maladie psychique d'un parent. Bref, toute une série d'événements qui sont traversés par ces jeunes alors qu'ils sont encore petits et qui font en fait finalement que ces jeunes sont avant tout ou ont été avant tout des enfants à protéger dans bien des cas. Et puis, donc ça c'était dans un premier temps, et dans un second temps, alors quand ces enfants devenus jeunes bénéficient d'un accompagnement, d'une trajectoire de soins et d'aide, souvent ce parcours est chaotique, puisque la pluridisciplinarité que requiert leur problématique s'accommode assez, ne va pas fort avec le cloisonnement des institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, et qui rend les unes après les autres ces institutions, ces services incompétents, ou font se sentir en tout cas en partie incompétents pour accueillir ces jeunes, qui se retrouvent alors ballottés de service en service et multiplient ainsi les ruptures et les rejets, avec au final un trajet de soins qui est un peu celui de la patate chaude, pour reprendre des expressions qui ont déjà été utilisées sur le sujet, ou à tel point aussi qu'on les catégorise d'incasables de manière très maladroite et erronée. Donc voilà. C'est à cet égard-là que les 18 ans constituent vraiment un risque d'aggravation de ces difficultés, dans le sens où les 18 ans représentent dans certains cas une rupture supplémentaire et particulièrement brutale et effective. À différents niveaux, dans différents domaines, que ce soit du passage à la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte quand il y a suivi psy, que ce soit le passage de l'aide à la jeunesse à la nécessité d'accéder à l'aide sociale, que ce soit
la fin de l'obligation scolaire et donc la nécessité de trouver un emploi ou de se former à un emploi, que ce soit encore d'autres choses comme le fait de quitter l'hébergement pour devoir se trouver un logement seul, etc. Il y a comme ça à plusieurs niveaux différents et en fonction des situations, bien des aspects où les 18 ans représentent une cassure et un changement de paradigme important et soudain pour ces jeunes et peuvent donc constituer une rupture qui peut renforcer les difficultés présentes. Alors, ces difficultés liées aux 18 ans, elles révèlent surtout en fait l'aspect problématique de considérer avant toute chose l'âge biologique du jeune plutôt que les besoins réels ou la maturité réelle du jeune au moment où il se trouve en difficulté. Et cela est renforcé par d'autres problématiques qui sont telles que l'offre pour adultes est plus diffuse notamment, et donc il est parfois difficile de trouver un relais adéquat pour les jeunes, relais qui pourrait répondre aux besoins spécifiques des jeunes en question. Un encadrement plus limité aussi dans les services pour adultes, qui ne peuvent pas offrir un accompagnement aussi soutenant que celui proposé dans les services pour mineurs. Voilà, tant de choses qui font que les 18 ans constituent vraiment un passage délicat et qu'il convient de soigner tout particulièrement, d'accompagner tout particulièrement. Alors, c'est l'enjeu de ce projet, qui est de proposer, de soutenir des manières de développer des accompagnements pour ces jeunes en situation complexe, au moment du passage à la majorité ou un petit peu avant, qui se situent dans la prévention et dans l'inclusion sociale. En effet, on sait combien une transition qui s'est mal passée peut peser très lourd et à quel point finalement la déconnexion totale qu'on voudrait éviter, cette rupture totale qu'on voudrait éviter avec les institutions, les services d'aide et de soins peut parfois aussi finalement se muter en déconnexion et en rupture totale avec la société tout entière, plus fondamentalement. Et c'est ceci que l'on veut éviter en soutenant des projets qui soient préventifs et d'inclusion sociale. Alors, on a préparé une petite vidéo il y a déjà maintenant quelques mois avec le soutien de la coopérative Serra, la participation de professionnels et de jeunes qui ont participé ensemble à créer cette petite capsule qui va vous permettre, je pense, de cerner un peu mieux les enjeux du projet, ses objectifs. Et puis après, on développera plus en détail les différents aspects de l'appel à projet. Donc, je vous laisse, on va la visionner ensemble, je vous laisse la regarder. Ah non, comment on va cliquer là-dessus? Ah voilà. En fait, c'est juste, je sais même pas comment on fait pour payer une facture. Genre, c'est des trucs comme ça, mais ou sinon, je sais que je vais gérer, mais faut juste que j'apprenne, quoi. Je suis une ancienne d'ici, en fait. Je suis arrivée, la première fois, c'était le 7 octobre 2019, que j'ai fait plusieurs mois, placements, plusieurs allers-retours, et ici, ça va faire depuis le 2 juillet que je suis là. Et je vais pas rencontrer tout ça chez moi, et sans avec ma mère, que j'ai l'habitude, avec mon frère et tout. C'est vraiment compliqué. Début 2022, le CRESAM lance un appel à projet qui a pour objectif de soutenir des initiatives intersectorielles qui visent l'amélioration de la transition vers l'âge adulte pour les jeunes en situation dite complexe. Vu leurs problématiques multiples, ces jeunes trouvent difficilement une aide correspondant à leurs besoins et connaissent dans bien des cas une trajectoire institutionnelle rythmée par les ruptures. L'arrivée des 18 ans vient souvent renforcer ces difficultés lorsque le jeune se trouve exclu des services et du réseau dédié à la jeunesse. J'ai 17 ans. J'ai été placée à l'âge de mes 12 ans. J'ai fait plusieurs internats à Liège et tout. Puis j'ai fait plusieurs SRS, services résidentiels spécialisés. J'ai fait aussi des SRU, services résidentiels urgence. Enfin, j'ai fait plusieurs centres et tout. J'ai fait aussi plusieurs hôpitaux psychiatriques aussi. Comme je faisais beaucoup, que je me mettais beaucoup en danger. On m'a mis à l'IPVJ. J'ai 16 ans. Là, je suis à l'IPPJ. J'ai commencé à être placée quand j'avais 11-12 ans. J'étais à l'internat. Après, je suis partie dans un COO. Après, je suis partie dans un SRS. Pendant 3 ans, je suis restée là-bas. Et puis, je suis venue à l'IPPJ. Le concept de situation complexe
retrouvent ces jeunes que l'on qualifie d'incasables ou de patates chaudes, ce qui illustre bien le drame de ces jeunes. Le concept d'incasable n'est pas un diagnostic. Incasable ne définit pas le jeune, incasable définit l'incapacité. Léa, excuse-moi, j'ai désactivé le son sans le faire exprès parce qu'on t'entendait boire alors que j'ai voulu faire mieux. Du coup, il faut que tu remettes le son, excuse-moi. On interrompt Luc Fouard, je suis vraiment désolé. Ensemble, dans la transversalité, dans la transdisciplinarité institutionnelle, qui sont indispensables pour leur offrir la confiance nécessaire. Je vais partir en projet rupture lundi au Maroc pendant 3 mois et quand je reviens en février, ben, je vais faire mon autonomie, quoi. Je vais chercher un pote et puis vivre seule. En fait, c'est juste comme je connais pas, là j'ai peur. Mais c'est vrai, si ils ont dit que c'était mieux que j'ai un retour famille, que je retourne chez maman. Et parce que l'autonomie, moi je suis pas prête et tout, j'ai vraiment peur parce que je vais avoir bientôt 18 ans. Par contre, ce sera un peu dur pour moi parce que j'ai fait beaucoup de crises à la maison, ça se passait super mal et tout. Et du coup, comme maman, elle a peur de. Enfin, elle est toujours dans mes situations, elle a toujours été là pour moi. Mais si je retourne chez moi et qu'il n'y a pas d'aide comme le SAJ, le SPJ, tout ça, bah, elle veut protéger ma minorité. Comme ça, il y a toujours un service d'aide pour moi, pas se retrouver tout seul face à moi-même. Et ça me semble d'être, quoi. Ils peuvent compter sur leur famille, ça oui, mais en même temps, les familles, depuis, les liens se sont fragilisés. On a parfois même dit que les familles étaient toxiques, puis au moment du passage à la majorité, c'est parfois la seule possibilité, c'est de retourner dans les familles. Alors il reste quelques professionnels avec lesquels les jeunes ont noué des liens, mais à ce moment-là, ils ne sont plus mandatés puisqu'on passe de l'aide à la jeunesse à l'aide sociale. Et donc, il y a une rupture supplémentaire, d'une part en termes de personnes, mais aussi en termes de paradigme, de manière de penser l'aide. Ils sont mis en autonomie. Déjà, le terme est quand même extrêmement paradoxal. C'est en fait une obligation de se débrouiller tout seul. Donc, je devais juste trouver un centre de base, mais comme il n'y a pas de place, et ben, ils m'ont proposé le projet rupture et après de faire mon autonomie. Alors que de base, c'était pas du tout ça qui était prévu. Donc, ça manque de place, les centres et tout. Avec des gens qui viennent voir à la maison pour service appartement supervisé, quoi. C'est ça, c'est très bien. Mais ça, on m'a dit pas pour maintenant, on verra plus tard, quoi. En fait, avant, j'avais des éducateurs, Emma. Et c'est des services qui viennent voir à la maison comment ça se passe et tout. Et du coup, ils venaient me voir comment ça se passe, si je restais bien, si j'allais bien à l'école, si je payais pas, si ça passait bien avec maman et tout. Et c'est pour ça que je dois faire la demande. Et on m'a dit, je me suis renseignée auprès de mon avocat. Et il m'a dit, avoir mes 3 mois d'anniversaire, donc c'est-à-dire au mois de mars, je dois faire une demande au SAJ pour avoir plus de l'aide, pas financée. Financer, c'est un moment de travail, donc il n'y a pas besoin. Mais c'est plus rester avec moi, surveiller si ça se passe bien et tout. Ce que nous constatons sur le terrain à l'entretemps, la SVL dans laquelle je travaille, c'est que pour ces jeunes donc, qui vivent ces cloisonnements, il est vraiment important que le réseau puisse s'arrêter. On essaye vraiment de créer du partenariat entre les différents réseaux pour réfléchir ensemble à quels sont les besoins de ces jeunes. En fait, qui est cette possibilité d'avoir une vision plus globale de leurs difficultés, de leurs personnes. Donc, ce qu'on se dit vraiment sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment un besoin de pouvoir s'appuyer sur ce qui a été construit avant les 18 ans pour pouvoir faire le pont, passer le relais après les 18 ans et qu'une fois adulte, on puisse reconstruire un réseau qui collabore, qui réfléchit ensemble, qui s'appuie sur les besoins du jeune, qui a une vision globale de leur situation. Notre appel à projet entend promouvoir et participer à la co-construction de pratiques inspirantes pour accompagner ces jeunes vers la majorité en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
Voilà. Donc, ça, c'était la petite capsule vidéo qu'on a faite pour présenter cet appel à projet, qui donc court du 17 février aujourd'hui au 10 mai 2022, et qui a, je le disais, pour objectif de soutenir financièrement, mais aussi méthodologiquement, des projets de prévention et d'inclusion sociale qui contribuent à améliorer à l'égard de un ou plusieurs enjeux spécifiques à cette période cruciale de la transition vers l'âge adulte, l'accompagnement des jeunes en difficulté avant et après 18 ans. Donc, dans l'appel à projet, je dis après la majorité ou vers la majorité, mais c'est vraiment de 16 à 23. Donc, ça peut être en prévention, en amont, comme au moment des 18 ans et un peu après. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, règlements, critères de recevabilité, de sélection, etc. des projets là maintenant, parce que tout ça se trouve à partir d'aujourd'hui sur le site du CRESAM. Vous trouverez la brochure qui résume l'appel, enfin la fiche qui résume l'appel, la brochure explicative avec tous les détails, les critères, etc. Le règlement et le dossier de candidature à remplir si vous souhaitez remettre un projet. Mais je vais plutôt m'attarder sur les grandes lignes du projet, de l'appel, et ses enjeux principaux et ses objectifs majeurs. Donc, vous l'aurez compris, le public cible des projets, ce sont ces jeunes entre 16 et 23 ans qui, au moment de leur passage à la majorité ou dans les 2 ans qui précèdent celui-ci, se trouvent en situation complexe, donc à la croisée des secteurs. Les projets qui seront soutenus seront implantés en Wallonie et ou en région de Bruxelles-Capitale. Ils seront accompagnés sur une période de 2 ans, de juin 2022 à juin 2024. Et pour les objectifs, alors j'en ai vraiment fait ressortir 4, je crois. Le premier étant de renforcer vraiment le travail en réseau et l'intersectorialité, puisque les projets soutenus seront des projets portés en partenariat, donc vraiment basés sur la collaboration une collaboration qui soit structurelle, d'au moins 2 services ou 2 institutions issus de champs d'action différents, handicap, santé mentale, aide à la jeunesse, protection de la jeunesse, etc., emploi, logement, aide sociale, dont au moins l'un appartient au secteur adulte et l'autre au secteur enfant ou jeunesse. L'idée étant vraiment de faire travailler main dans la main ces deux mondes, en fait, qu'une frontière sépare de manière assez nette pour travailler à l'accompagnement de cette transition. Autre objectif, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'agir sur un ou plusieurs enjeux spécifiques à la période cruciale du passage à l'âge adulte, avec tout ce qu'elle implique, pour tenter de pallier la discontinuité du système à ces endroits-là. Je citais quelques endroits tout à l'heure à titre d'exemple, et il n'y a pas que cela, mais donc pour rappel, le passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte, le passage de l'aide à la jeunesse à l'aide sociale, le passage de la résidence au logement, l'insertion socio-professionnelle, etc. sont autant d'aspects sur lesquels un accompagnement peut être proposé par les projets. Un point d'attention du CRESAM, c'est aussi la participation et l'implication des usagers dans les projets menés. Donc, les projets lauréats auront aussi pour objectif d'arriver à la production d'une réalisation artistique collective. Alors collective au sens, faut un peu nuancer le terme, dans le sens où ce qu'on voudrait arriver, c'est vraiment que soit présenté au bout des 2 ans lors d'un événement de clôture organisé par le CRESAM, en partenariat avec les lauréats évidemment, c'est que puisse être montrée une réalisation qui soit le résultat de la mise en commun pensée à l'avance par les porteurs de projets de toutes ces réalisations artistiques que les jeunes auront pu donner et qui laisseront trace de leur implication dans le projet, de la manière dont ils ont vécu, leur parcours, les outils qu'ils ont déployés à travers le projet, etc. Collective au sens plus strict étant parfois difficile à concilier avec la réalité du terrain qui implique des allées et venues des jeunes dans les institutions, des allers-retours, et puis des périodes de résidence variables, parfois plus longues, parfois plus courtes pour certains jeunes. Donc voilà. Mais l'idée est en tout cas de pouvoir à la fin proposer la mise en valeur de ce qu'auront réalisé les jeunes, le tout étant mis en commun. Autre objectif, enfin, c'est de contribuer au transfert d'expertise et à la transmission d'expérience au sein des secteurs concernés, et donc plus globalement que ce transfert d'expertise et d'expérience puisse permettre une réflexion générale sur les aménagements réglementaires à défendre au niveau politique,
et sur les améliorations structurelles nécessaires pour accompagner au mieux cette étape clé et pour prendre mieux en considération les besoins et les réalités du public à ce moment précis de leur parcours. Voilà, ça c'était pour les objectifs principaux. Évidemment, dans le temps imparti, j'en ai mis quelques-uns en valeur, mais il est évident que tous ces objectifs s'inscrivent dans des préoccupations plus larges et plus multiples sur cette problématique, préoccupations partagées par le CRESAM et par ses partenaires, et auxquelles nous serons évidemment sensibles au moment d'évaluer les projets candidats. Alors ça va de la déconstruction des préjugés sur les jeunes en situation complexe, aux meilleures chances que nous espérons pouvoir sinon mettre en place, en tout cas encourager à mettre en place pour ces jeunes de trouver leur place dans la société. La contribution, je le disais, à une réflexion sur les moyens de développer des ressources pour l'avenir de ces jeunes devenus adultes, à travers notamment des recommandations politiques à soutenir. Le soutien aux professionnels aussi, confrontés à cette situation complexe, parce qu'il ne faut pas oublier les professionnels qui sont confrontés à ces trajectoires les plus difficiles et pour lesquels il faut quotidiennement maintenir du sens et les valeurs qui animent leur engagement dans leur profession. Ça, et puis également, par exemple, voilà, une attention aux besoins et aux projets propres à chaque jeune, mais cela dans une attention toute particulière à la temporalité personnelle du jeune au moment de son passage à l'âge adulte, puisque cette temporalité n'est évidemment pas la même pour chaque jeune. Voilà. Alors, pour les aspects beaucoup plus pratiques, il y aura normalement 5 projets sélectionnés qui bénéficieront chacun de 5 000 €. Et puis, surtout aussi d'un appui méthodologique que le CRESAM prévoit en 3 volets. Le premier volet, c'est vraiment l'aménagement de moments d'échange et de partage pour mettre en commun et faire le point sur l'avancement des différents projets pour pouvoir discuter des freins rencontrés, des leviers d'action, des pistes de solutions trouvées ou à trouver pour permettre de mener à bien les projets et puis aussi de réfléchir ensemble à la manière de pérenniser les projets au-delà des 2 ans d'accompagnement, parce que c'est un petit peu aussi l'objectif de pouvoir faire inscrire ça dans la durée. Alors concrètement, ces temps d'échange donneront lieu précisément à 2 visites du CRESAM sur site, donc une visite par an, 2 intervisions, une intervision par an également, avec chaque fois l'ensemble des projets lauréats, enfin en tout cas un représentant au moins à chaque fois des projets lauréats qui se réuniront pour des intervisions animées par un ou plusieurs experts, et puis la disponibilité du CRESAM par mail et par téléphone en tout temps. Deuxième volet, c'est la recherche d'aide et de soutien pour les jeunes dans le cadre de leur réalisation collective artistique dont je parlais tout à l'heure. La coopérative SERA s'étant engagée, donc partenaire du projet, s'étant engagée à pouvoir mobiliser leur base de sociétaires qui, de manière bénévole, pourraient apporter aux différentes créations leurs talents ou leurs compétences en fonction évidemment des profils, mais que ce soit la photographie, le théâtre, le dessin, la peinture, etc., afin de répondre aux différents besoins techniques ou pratiques impliqués par la réalisation des projets, des projets créatifs. Et le troisième et dernier volet, c'est vraiment la valorisation de l'expérience acquise et des apprentissages qu'on peut retenir de ces projets. Alors, de ces projets pilotes, avec l'organisation d'un événement de clôture, j'en parlais tout à l'heure, à l'attention du grand public, où on pourra mettre en valeur et mettre en valeur les créations des jeunes et leur donner la parole à ce moment-là. La mise en place de séminaires de transmission de l'expérience acquise aussi, afin de faire rayonner un peu les apprentissages et de permettre de mettre en commun les recommandations qu'on voudrait retirer de chacun des projets menés. Et puis la production d'un support de diffusion de l'expérience acquise pour qu'elle soit mobilisable ensuite par le plus grand nombre. Donc voilà. On attend donc vos projets jusqu'au 10 mai 2022, c'est la date de clôture des candidatures. Vous pouvez, je le disais tout à l'heure, retrouver toutes les informations plus complètes, vraiment règlements, critères, etc., tout compris sur le site du CRESAM, où le dossier de candidature est téléchargeable. Vous devez aller dans la page Nos projets et trouver le projet Java, et là, tout s'y trouve. Et jusqu'au 10 mai, vous pouvez me renvoyer les dossiers de candidature à l'adresse l.ilkens@cresam.be
en sachant que d'ici là, à la même adresse ou au numéro de téléphone qui est inscrit ici, mais qui se trouve aussi sur le site du CRESAM, voilà, je suis joignable pour toute question, demande d'informations complémentaires, etc. Et une dernière petite chose, et après, je laisserai la parole à Yolande Verbis, mais parce que la participation et l'implication des jeunes dans les projets constitue un point d'attention du CRESAM dans l'ensemble des projets qu'il mène et dans celui-ci en particulier aussi. Voilà, on aimerait pouvoir faire entendre la voix des jeunes au moment de sélectionner les projets à soutenir. Et donc pour ce faire, voilà, c'est encore quelque chose qui doit être qui est en réflexion et qui doit être, dont les modalités doivent être plus clairement et plus définitivement définies. Mais il s'agirait de rencontrer des jeunes qui auraient dépassé cette période de transition, ce stade de transition, alors qu'ils étaient en situation complexe et qui voudraient, en tant qu'experts du vécu, participer à la sélection des projets, donner leur avis sur les projets. Et donc pour ce faire, voilà, on lance un message. Si ce message peut circuler auprès de vos institutions, etc., et auprès des jeunes que vous avez accompagnés, on est évidemment très preneurs et on serait ravis de pouvoir prendre contact avec les jeunes pour mener à bien cette partie du processus qui nous tient à cœur également. Donc voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Yolande Verbist qui va nous relayer plus précisément justement la parole de ces jeunes qu'elle a pu rencontrer. Voilà, Yolande, c'est à toi. Je vais couper mon... Merci Léa, mais est-ce que ce n'était pas d'abord Ah oui, si, c'était à Virginie Ball, pardon, c'est vrai. Ah, Sarah, oui. Oui, voilà, pardon, c'est juste. Ma transition était toute trouvée, mais en fait, non. Alors... Ce n'est pas grave, je vais Oui, voilà, pardon, Madame Ball. procéder au partage d'écran. Après, je m'adapte, hein, ça pouvait être aussi à la fin, ce n'est pas un problème. Hop. Voilà, normalement, vous voyez la présentation en plein écran, si tout va bien. Oui. Oui, ok, très bien, merci. Donc voilà, je vais vous dire quelques mots sur la coopérative Serra que Léa a déjà présenté un petit peu ici en début de présentation et sur notre contribution dans le cadre du projet Java. Alors, Serra, qu'est-ce que c'est en quelques mots? En fait, nous sommes une coopérative financière belge qui rassemble environ 400 000 particuliers. Ils sont situés un peu partout en Belgique, donc en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. Et ce que nous voulons chez Serra, c'est contribuer à un monde meilleur en mettant en place et en soutenant de nombreux projets sociétaux qui répondent à un réel besoin de société. Et nous réalisons ces projets avec l'ensemble de nos partenaires, de nombreuses ASBL notamment, et avec l'ensemble de nos coopérateurs. Il faut savoir que dans tous les projets que nous menons ou dans tous les partenariats que nous mettons en place, nous veillons toujours à ce que nos valeurs soient respectées, à savoir la participation, la solidarité et le respect de chacun. Dans tous les projets que nous menons aussi, nous veillons à rencontrer nos 3 ambitions, ou de moins à chaque fois l'une d'entre elles. Alors, la première ambition de Serra, c'est une société solidaire, respectueuse, sans barrière. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous voulons nous diriger vers une société où chacun peut participer pleinement et équitablement, une société qui donne les mêmes possibilités d'épanouissement à tous. On est conscient, en fait, qu'il existe dans la population des publics plus fragilisés, et c'est un petit peu aussi notre rôle de citoyen, eh bien, d'aider ces personnes à s'épanouir pleinement au sein de la société. Ensuite, notre deuxième ambition, ce sont des quartiers chaleureux et bienveillants pour tous. Alors là, en fait, on veut faire en fait des quartiers, des villages dans lesquels nous habitons, des endroits où on se sente bien chez soi. Comment? Eh bien, en encourageant, par exemple, des initiatives citoyennes, en encourageant les changements positifs et également en essayant de mettre en avant les rencontres entre les personnes, entre les voisins, entre les générations, vraiment essayer de créer plus de liens entre les personnes d'un même quartier. Et enfin, notre troisième ambition, ce sont des coopératives fortes et largement soutenues. Serra, en tant que coopérative, eh bien, veut vraiment promouvoir l'entrepreneuriat coopératif en Belgique. Et pour y arriver, en Belgique, nous avons notamment mis en place le programme Do It Coop avec un de nos partenaires, Credal. Et ce projet, en fait, vise à aider des coopératives existantes ou en création dans leur développement en proposant par exemple une offre de formation, du coaching individuel
ou en proposant également, par exemple, des visites de coopératives pour mettre en avant ce modèle. Voilà un petit peu les ambitions de Serra. Alors, je vais revenir maintenant à la contribution de Serra dans le cadre du projet Java. Alors, lorsque le CRESAM nous a contactés, c'est un partenaire avec lequel nous avons déjà pu travailler par le passé, on a tout de suite relevé le réel besoin finalement de ces jeunes d'avoir un accompagnement plus adapté à la majorité pour différentes raisons, pour renforcer leur estime de soi, ou pouvoir, comme Léa le disait tout à l'heure, accéder à un logement, s'orienter aussi socio-professionnellement. Et tout de suite, en fait, pour Serra, c'était une évidence de soutenir le projet parce qu'il fait tout d'abord écho à l'une de nos valeurs, à la participation, puisqu'ici, des jeunes vont vraiment participer via l'appel au projet pour co-construire des accompagnements avec les professionnels du secteur et de là répondre vraiment à leurs besoins spécifiques. Et puis également, ce projet répondait totalement à notre première ambition d'une société plus solidaire et plus inclusive. Alors concrètement, comment Serra contribue dans le cadre de ce projet et comment nous contribuons de façon générale? Eh bien, nous proposons d'une part une aide financière et puis d'autre part aussi une aide méthodologique, c'est-à-dire que nous avons des réunions de suivi avec le CRESAM régulières pour un peu voir l'avancement du projet. On propose également aussi de partager nos connaissances du secteur puisque nous avons déjà mené pas mal de projets sociétaux par le passé. Et nous essayons aussi de plus en plus d'impliquer nos coopérateurs. Alors pour y arriver, on a notamment proposé au CRESAM de réaliser la vidéo de sensibilisation que vous avez vue tout à l'heure. On pouvait vraiment voir finalement qui sont ces jeunes, quel est leur parcours, parce qu'on trouvait que voilà, la problématique était parfois pas très connue du grand public. Et avant de pouvoir impliquer nos coopérateurs, il faut que les coopérateurs se rendent compte de la réalité de ces jeunes. Et donc, nous souhaitons, par après, essayer de les impliquer dans une des phases du projet, comme Léa le mentionnait tout à l'heure, pour les créations notamment artistiques, parce qu'on veut vraiment, dans l'ensemble des projets que nous menons avec nos partenaires, toujours être dans une optique, en fait, de co-construction du projet. Je vais terminer cette présentation simplement en vous disant que, voilà, au niveau de la coopérative Serra, on essaye toujours d'élargir notre base de coopérateurs en Wallonie. C'est très important pour nous. Alors, pourquoi vous auriez intérêt à rejoindre la coopérative? C'est très simple. Pour nous aider à soutenir des projets sociétaux, à la fois nationaux, comme le projet Java par exemple, mais aussi régionaux. Donc, on a vraiment une présence aussi au niveau local très importante. Et puis, à titre privé, entrer dans la coopérative vous permet d'avoir un dividende attractif chaque année, mais également de profiter d'avantages sociétaires que nous sélectionnons spécialement pour nos coopérateurs. Alors, si vous êtes intéressé par la coopérative, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous redirige simplement sur notre site www.serra.coop/invest. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je laisse maintenant la parole à Yolande cette fois-ci. Tout à fait, merci Virginie. Voilà, ça marche comme ça. Donc moi, je vais vous parler d'une recherche que j'ai eu la chance de mener avec les intervenants de SOS Jeunes et Abaca à Bruxelles. Alors, j'ai travaillé avec Xavier Briquet, qui lui s'est plus attaché aux questions MENA, et donc c'est comme ça qu'il n'est pas là, puisque ce n'est pas cette spécificité-là qu'on va travailler aujourd'hui. Mais donc, cette recherche a été, c'est une recherche qui date de 2012. Elle a été subsidiée par les cabinets ministériels de l'aide aux personnes sur Bruxelles. Et à l'époque, c'était Madame Uttebroek et Grauwels, en lien avec l'Observatoire de la santé et du social. Alors, ça date un peu, 2012, mais en même temps, c'est toujours bien d'actualité. Dans les entretiens que j'ai eu la chance de lire la semaine passée, parce que je travaille avec 2 associations qui continuent à travailler sur cette question, on retrouvait bien les mêmes questions et les mêmes enjeux. Vous pouvez retrouver le texte complet de cette recherche en tapant sur Internet « La majorité, un passage redouté » et vous y arrivez. Alors, vous avez soit le texte en entier, soit un résumé. Alors, je n'ai pas fait de PowerPoint parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter une histoire. Et une histoire, ce n'est pas top dans un PowerPoint. Une histoire, voire des histoires. Celles qu'ils ont bien voulu partager avec moi et donc avec vous. Et donc, je vous propose de vous laisser emmener dans ces histoires.
Alors, si vous êtes intervenant et que vous travaillez avec ces jeunes-là déjà, ben, vous les reconnaîtrez, c'est en tout cas ce que j'espère. C'est sûr qu'ils questionnent nos pratiques, nos accompagnements, nos essentiels. Ce qu'ils me disaient, c'est « Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on va partager, pourquoi est-ce qu'on va discuter de ça avec toi ?» Et puis, voilà, après un moment de méfiance, comme ça, il y avait quelque chose autour de les politiques, les assistants sociaux, tu crois qu'ils vont lire? Parce que s'ils savaient vraiment, ils ne feraient pas comme ils font. Et ils ont raconté, disent-ils, pour aider d'autres, pour que plus personne ne doive traverser ce que j'ai traversé, parce que c'était compliqué. Alors, c'est évidemment pas ce qu'ils commencent par dire, hein. D'abord, ils disent que tout va bien, mais voilà, quand on a creusé, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés dans un squat, dans la rue, dans le métro, au café, à l'hôpital, au SAMU social, dans une des assos, peu importe. Mais pour eux, peu importe pour moi, mais pour eux, c'était très important de savoir où je vais rencontrer et comment je vais faire. Je me souviens d'un gars qui m'a fait faire le tour de tout Bruxelles avant qu'on puisse parler ensemble. Et chaque fois, on entrait dans un magasin de chaussures, un café, un magasin où ils vendaient des journaux. Et chaque fois, il allait me présenter. Donc, on allait juste pour ça, juste pour dire bonjour et qu'il puisse dire « Ah oui, oui, mais moi, regarde, elle est anthropologue et elle m'interroge. » Voilà, c'était une manière de retrouver sans doute une identité plus forte que celle du gars qui erre dans Bruxelles. Alors, on s'est vus chaque fois, 2 ou 3 fois, pour approfondir et pour aller plus loin. On a rencontré, Xavier et moi, dans le cadre de cette recherche, 40 jeunes et un peu plus encore de professionnels autour de leur parcours. Alors, à ce moment-là, nous, on disait, c'est un parcours d'errance. Alors, eux, ils parlent surtout de galère. Alors, on a entendu qu'aujourd'hui, on parlait de situations complexes, d'autres parlent de décrochage social. Voilà, alors il y a évidemment des nuances dans tout ça, mais la question qui est centrale aujourd'hui, là maintenant, c'est en fait, quel est l'effet ou quels sont les effets du passage à la majorité sur ce parcours? Et donc, la première question, c'était avoir 18 ans, ça change quoi? C'est quoi en fait? Ça provoque quoi? Alors, si je vous pose la question à vous, sans doute que vous allez avoir des images, des souvenirs qui vous reviennent, hein. Peut-être une fête, peut-être plein de copains, un permis de conduire, avoir été voté, la fin de secondaire, un code, enfin différentes choses, quoi. Mais eux, ce dont ils parlent, c'est de rupture. C'est le mot qui revient tout le temps. Rupture et trahison. Ils avaient pensé, 18 ans, je serai libre, j'aurais accès à plein de choses, mais en fait, non. En fait, le monde des adultes, disent-ils, c'est un monde de merde. Alors, certains parlent aussi d'un casier judiciaire ou d'un petit pécule. Pour ceux qui dépendent de l'aide à la jeunesse, effectivement, 18 ans, ça donne accès à ça. À des historiens comme Xavier Rousseau, qui est spécialiste du Moyen-Âge, par exemple, il montre que depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu un moment entre l'enfance et l'âge adulte. L'âge adulte, c'est 3 choses. C'est avoir accès à un emploi, des responsabilités familiales et un patrimoine. Alors, quand ce temps entre la jeunesse et l'âge adulte s'allonge, les difficultés avec la jeunesse augmentent et l'errance, qui est en fait strictement liée à ce temps de vie, tout à coup devient problématique. Et c'est bien dans cette situation-là qu'on est aujourd'hui. D'un temps entre l'enfance et l'âge adulte qui s'allonge extrêmement fort. Et donc, à 18 ans, quand on a cette soif de liberté, ce sentiment que tout est possible, c'est l'espoir d'un nouveau départ, mais il vient se fracasser dans la rencontre avec le réel. Alors, au début, disent-ils, hein, je reprends leurs mots, c'est génial, c'est vraiment l'excitation, on a l'impression d'être adulte, voilà, on est libre aussi. Et puis, au fur et à mesure des mois, je me suis rendu compte que, je ne le disais pas, mais j'en pouvais plus, je n'avais plus d'énergie. Les promesses ne sont pas tenues, je n'ai pas de travail. Souvent, ça marque quand même la fin de la scolarité. Pas de biens matériels, la promesse d'une aide sociale terriblement contrôlée et pas toujours facile à obtenir. Être jeune avec un capital social, culturel, économique et scolaire faible, c'est aujourd'hui un handicap réel. Et 18 ans, ça devient une farce, une trahison.
Ce qui peut nous interroger quand même fortement aussi, c'est que les institutions ne semblent pas jouer leur rôle de filet de sécurité. C'est-à-dire que moi, mes enfants, quand ils ont eu 18 ans, oui, ils ont été en côte, ils ont expérimenté une relation un peu en aller-retour, comme ça, un peu comme un élastique où on va un petit peu plus loin, et puis si ça ne va pas, on revient. Mais plus les jeunes ont des difficultés, moins ils ont la possibilité de faire des essais-erreurs, de tester ce lien. On verra dans quelques minutes combien tout se détricote extrêmement vite pour ces jeunes. Et dans la vidéo, on voyait une jeune qui disait moi, je vais faire mon autonomie. C'est pas rien, ça, de faire son autonomie. En général, on parle de mise en autonomie. Mais de toute façon, ces deux termes-là, c'est assez contraire au mot lui-même. L'autonomie, ça se prend, ça s'essaye par essai-erreur. Et là, on est dans une situation qui s'apparente plus, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, à une obligation de se débrouiller tout seul. Et donc, 18 ans, c'est quitter. Tu es mis dehors, tant par les institutions que par les familles. Les familles, aujourd'hui, elles vivent des choses, bien sûr, très compliquées. Les enfants devenus grands, les parents ont le sentiment d'avoir fait leurs devoirs. Ils décident d'aller vivre ailleurs, de refaire leur vie, de s'occuper d'eux-mêmes. Surtout quand le jeune a eu des comportements difficiles. Et dans les recompositions familiales, est-ce qu'on veille toujours à ce que le jeune ait, par exemple, encore une chambre? Si je n'ai plus de chambre dans le nouveau logement de mes parents, dans le lieu familial, est-ce que je fais encore partie de la famille? Parfois, c'est aussi pour bénéficier d'une aide sociale complémentaire que le jeune doit partir de chez ses parents. Et là, la responsabilité des institutions est quand même engagée de ne pas favoriser quelque chose qui pourrait devenir compliqué. Pour les jeunes qui ont un vécu institutionnel, ce qui est quand même la grande majorité de ces jeunes en errance, c'est aussi très compliqué. La famille a été disqualifiée dans les années précédentes et on a parfois même dit qu'elle était toxique pour eux. On a coupé les liens et pourtant, quand les jeunes ont 18 ans, c'est quand même vers eux qu'on se retourne parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre comme possibilité, sans doute, aussi parce qu'enfin libres, ils vont tester ce lien à leur manière. Dans la vidéo, il y a une jeune qui parlait aussi d'un manque de place. Je pense que c'est aussi une question réelle. Et donc, ils interrogent, mais s'il n'y a pas de place pour moi, comment je peux faire pour trouver ma place dans le monde? Tout ça n'est évidemment pas facile. Alors, il faut quand même souligner, depuis 2012, il y a quand même eu des changements et que dans la jeunesse, il y a un effort de prise en compte de la nécessité de la préparation de cette mise en autonomie. Mais ça reste pas toujours, c'est pas toujours le cas et ça reste quand même souvent associé à des ruptures. Alors, quand on prépare la mise en autonomie, du coup, on met en autonomie à 16 ans. Voilà. Alors, il y a aussi ceux pour qui, au fil des années, cas un cas, l'institution est devenue la famille. Et alors, être mis dehors parce que tu as 18 ans, c'est évidemment un choc. Et me racontait-il, quand tu reviens, tu sens bien que ce n'est plus ta famille. Tu sens bien que ce n'est plus chez toi, que tu ne connais plus personne. Et ça, c'est dur en fait. Donc, ils n'avaient pas plus vraiment de famille sur qui ils pouvaient compter. Et là, ils sentent que l'institution n'est pas leur foyer, leur famille. Que là non plus, en fait, ils ne peuvent plus compter sur l'institution et qu'en plus, l'institution ne compte pas sur eux. Et nombre de jeunes m'ont parlé de l'importance d'un lien qui tient avec l'éducateur au-delà des 18 ans. L'éducateur référent. Alors, c'était par exemple une jeune femme qui avait 22 ans, donc qui avait quitté l'institution depuis quand même de nombreuses années et qui me disait, mon éducatrice référente, elle a eu un bébé et elle m'a envoyé un SMS. Okay. Mais je te jure, si elle ne l'avait pas fait, j'aurais tout fait exploser. Et donc, on sent là, je vous raconte celui-là, je pourrais vous en raconter plein, des histoires comme ça, où le jeune continue à avoir un lien avec son éducateur référent, mais les éducateurs référents, ils ne sont plus mandatés pour ça. Et comment est-ce dès lors, on tient compte de ça? Comment est-ce qu'on tient compte de ces jeunes
pour qui ça a été tellement compliqué que même l'éducateur référent a lâché un peu du lest. Voilà, ça c'était quand même une question sur la notion de quitter qui était vraiment très très importante, et une des pistes de travail assez importantes de cette recherche, c'était comment est-ce qu'on peut maintenir ce lien. Beaucoup de jeunes parlent d'avoir eu peur de ce moment. Il faut dire que vivre en autonomie, on le sait tous, c'est gérer un lot de trucs, quoi. Un lot de problèmes, l'administratif, les papiers, les frais, le gars du gaz qui arrive alors que je devrais être à l'école, un problème d'électricité, la toilette bouchée, le propriétaire qui ne fait rien, le CPS qui demande des allocations, qui demande des documents, les allocations familiales, et en plus la lessive, le nettoyage, les courses, la préparation des repas. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est déjà pas tous les jours drôle, mais quand on a 16 ou 18 ans, c'est sûr que c'est lourd. Et comme ils le disent, ce qui est aussi très, très problématique, c'est que toutes les démarches administratives, il faut les faire sur le temps où on est à l'école. Alors, comment on fait? Et ça devient tellement compliqué que souvent, ça signe la fin de la scolarité. Alors, pas tout de suite à 18 ans, mais quand même rapidement. Trop de soucis administratifs, trop de contraintes matérielles, mais aussi un trop grand décalage par rapport aux autres jeunes de sa classe. Et donc, disent-ils, 18 ans, c'est plus d'ennuis et beaucoup de problèmes sur le pas de ta porte. Et puis, dans son appart, on est tout seul. Je me souviens d'un gars qui me disait, le matin, je suis tout seul devant mon bol de Kellogg's et le soir, je mange ma tartine tout seul. Tu crois que c'est une vie, ça? Et donc, on invite tous ceux qui passent et l'appart devient vite un squat. Et on se fait mettre dehors. Et donc, il s'engrange des espèces de cercles vicieux comme ça, très complexes. Et ces jeunes ont souvent très peu de réseaux sur qui ils peuvent compter. Alors, sur qui ils comptent? Sur leurs pairs, ceux avec qui ils partagent la même galère, pour qui ils feraient n'importe quoi. Alors, ça ne se termine pas toujours bien. Et parfois, ils y mettent une priorité que nous, intervenants, on ne comprend pas. C'est comme ce jeune qui me disait, oui, mais bon, là, par exemple, pour te donner un exemple de ce qui ne va pas, c'est que l'autre jour, j'avais un pote qui m'a appelé à 3 heures du mat. Il fallait absolument que j'aille le dépanner. Et donc, je me suis levé, j'ai été le dépanner. J'avais rendez-vous avec l'assistante sociale du CPAS à 9h30, bien sûr que je n'étais pas là. Alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit pourquoi, je lui ai dit que je ne serais pas là, que je ne savais rien faire avec ça. Et elle m'a répondu, c'était pas son problème. Mais si c'est pas son problème, c'est le problème de qui? Moi, mon problème, c'était que mon pote, il fallait vraiment que je l'aide. Comment est-ce que je fais alors avec ça? Et donc, l'assistante sociale, elle peut comprendre à la limite une fois, mais pas 2 ou 3 fois. Et eux, ils ne peuvent pas comprendre que l'assistante sociale, il me disait, oui, mais l'assistante sociale, c'est son boulot. Et donc, revenir, c'est quand même pas si grave pour elle. Moi, mon pote, il avait besoin d'aide, de mon aide tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans le positionnement des trucs, mais voilà. Donc, ça, c'est pour leur père. Alors, leur père, c'est donc essentiel. Et puis, ils ont peu de réseaux non professionnels. Peu de gens sur qui ils peuvent vraiment compter. Alors, eux, ils disent vraiment compter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment compter? C'est de sentir que je compte pour eux et qu'ils comptent pour moi. Faire un effort pour que tout marche nécessite de leur part un vrai effort. Et me disait Marc, ce qui aurait pu m'aider, c'est d'être entouré, être soutenu par des gens dans l'effort que je faisais. Parce que si l'effort n'est pas reconnu, quel sens ça a? Être reconnu pour retrouver une fierté, pour sortir de la honte, je pourrais même dire de cette intrication de honte multiple qu'il porte. Ne pas être seul face aux institutions, face aux difficultés de la vie, sinon c'est vraiment trop dur. Et donc ça, c'est une piste de travail pour les institutions, comme tu disais Léa, et de travailler à établir un réseau autour de ces jeunes. Aussi parce que ces jeunes vont questionner le lien. Et ils vont le fragiliser. Et donc, s'ils ne peuvent pas passer de l'un à l'autre dans le réseau, comment est-ce qu'on fait?
L'autre piste qui nous semblait être intéressante, c'était de leur permettre de prendre soin d'autrui, de se sentir utile, reconnu. Alors par ses pairs, bien sûr, par les gens d'un réseau non professionnel et par les professionnels, mais ça, on ne le dira jamais assez, combien c'est ça qui permet de s'inscrire dans le monde, de sentir qu'on a une place, pas seulement être aidé, ça produit la honte, mais aussi leur permettre d'aider et de se sentir utile. Reste la question, donc on a parlé du réseau de leur père, d'un réseau non professionnel, mais il y a aussi le réseau professionnel. Et c'est parfois le seul réseau que les jeunes ont. Et pourtant, ils changent. Hein, c'est ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que fait le jeune quand l'éducateur qui a fait office de référent change de boulot, va travailler ailleurs? C'est une première question essentielle. Les professionnels peuvent-ils tenir ce lien durant des années alors qu'ils ne sont plus mandatés pour ça? On change d'intervenant, mais on passe aussi des intervenants d'aide à la jeunesse à des intervenants de l'aide sociale. Et donc, non seulement on change dans le concret d'intervenant, mais aussi on change de paradigme. Donc, on ne travaille plus avec ces jeunes l'insertion relationnelle comme on fait avec les jeunes, moins de 18 ans, mais on va passer à une aide sociale et où on va travailler toutes les questions liées aux aspects financiers, aux aspects de santé. Et on n'est plus dans des apprentissages, mais dans une aide sociale. Les apprentissages, ça suppose la possibilité de faire des essais et erreurs. Dans l'aide sociale, mais il faut respecter des contraintes, sinon on en est exclu. Et ce on a pu constater, c'est la manière dont tout se détricote extrêmement vite. Ça veut dire, par exemple, alors je suis toujours un peu embêté de raconter ça parce que c'est un exemple qui m'a été raconté tellement de fois, et en même temps, je sais que pour certains professionnels, c'est à peu près inaudible. Mais c'est quand même ce qui m'a été raconté aussi par des professionnels, donc par les jeunes et aussi par des professionnels. C'est l'histoire d'un gars qui, il a 18 ans, il est mis en autonomie, ça tient, il paye son loyer, il a bien retenu que ça, il fallait vraiment faire, bien payer son loyer. Ce n'est pas le CPS qui paye son loyer, c'est lui qui paye son loyer directement. Donc, c'est la première chose qu'il fait. Et puis, un jour, pour une raison ou pour une autre, il oublie de rentrer des papiers au CPS. Et donc, il n'a pas son allocation. Il n'a pas son allocation et il se rappelle. La première chose à faire, c'est de payer son loyer. Donc, il commence son mois en allant chercher chez les uns et chez les autres quelques euros par-ci, quelques euros par-là pour pouvoir payer son loyer. Il paye son loyer, ça y est, c'est réglé. Mais entre-temps, il a des dettes chez tout le monde. Il n'a pas de quoi payer son abonnement de bus. Il va commencer seulement à ce moment-là à se préoccuper de rentrer au CPS les papiers, donc ça met un certain temps. Les choses vont se régler, mais elles mettent un certain temps, un temps pendant lequel il ne va plus à l'école du coup. Il a plus que 18 ans, je ne dis pas qu'il a tous les jours été très très régulier à l'école, et donc l'école se demande si elle va continuer à le garder comme inscrit. Il a plus que 18 ans, ce n'est pas une priorité. Et donc, on est dans quelque chose qui, effectivement, ce jeune-là, tout s'est bien terminé. Par chance, il a croisé un de ses anciens éducateurs qui a perçu assez vite qu'il y avait un problème et qui a pris le temps de régler avec lui tout ce qui était occupé à se désintégrer. Mais n'importe quel autre jeune, ou même lui qui n'aurait pas rencontré l'éducateur, on aurait très bien pu et très facilement en arriver à ce qu'il soit mis dehors de l'ensemble des lieux d'insertion. Et donc, c'est bien ça qui est compliqué. C'est que 18 ans, ça, tout le monde m'a dit, tous les intervenants et tous les jeunes que j'ai rencontrés m'ont parlé de ça, de cette manière de détricoter extrêmement vite tout ce qui a été mis en place. Et donc, on voit bien comment, au niveau du réseau professionnel, on sait bien qu'on demande de respecter le cadre. Or, la demande même de ces jeunes, elle se trouve de l'autre côté du cadre, juste à l'extérieur. Peut-être, c'était en tout cas mon hypothèse, c'est qu'ils ne pouvaient être rassurés quant à leur droit d'exister que si l'intervenant dépasse le cadre. Mais si on demande à l'intervenant de rester bien dans le cadre et de le respecter, comment va-t-on faire? Et donc, une de mes questions, c'était comment est-ce que l'institution peut
supporter. Alors, supporter dans tous les sens du mot supporter, c'est-à-dire, vous savez, les piliers qui tiennent les maisons à Venise, là, qui supportent, ou les piliers des ponts qui permettent de passer d'un côté à l'autre, qui permettent de passer au-dessus du vide. Donc, supporter dans ce sens-là, mais ça veut dire aussi accepter, trouver des manières de faire pour les assurances et tout plein de choses très, très concrètes. Mais donc, comment l'institution peut-elle supporter que l'intervenant ait un pied dedans et un pied dehors? Parce que si on attend que ces jeunes rentrent dans le cadre, on risque d'attendre encore bien longtemps. Ils ont besoin que les intervenants sortent un peu du cadre pour pouvoir continuer à faire du lien. Et donc, on voit bien, en tout cas c'est mon avis, comment se jouent ces deux questions essentielles, le lien avec ceux qui ont permis l'attachement et la nécessité de supporter le hors-cadre. Alors, c'est ce que moi je vous proposais comme titre, c'est de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut permettre une cohérence, une cohérence, afin qu'un jour, ces jeunes puissent trouver leur propre manière d'être au monde, leur propre cohérence. Sinon, on fabrique des ruptures avec les intervenants, des ruptures avec les services, des ruptures de paradigme, des ruptures de manière de penser l'aide. Et à Bruxelles, il y avait en plus la rupture avec des autorités publiques compétentes qui étaient différentes. Pas sûr que toutes ces ruptures-là, elles aident les jeunes. Il s'agit donc de chercher à rendre ces passages plus fluides, à trouver des réponses qui se jouent tant sur le plan de l'accompagnement que de l'aide sociale, sur le fil entre autorité et accompagnement. Alors ça, c'est bien sûr un défi. Parce que comme je vous le disais juste il y a 5 minutes, le moindre grain de sable, et c'est la catastrophe. Quand les deux piliers lâchent, donc le pilier de l'intégration professionnelle et scolaire et le pilier de l'intégration sociale lâche, c'est la dégringolade. C'est Castel qui parle bien de ça, de cette importance. Alors, quand il y en a un des deux piliers qui tient, on est dans une fragilité, mais on n'est quand même pas dans quelque chose qui a trait à du décrochage complet ou à de l'errance. Et quand les deux tiennent, évidemment, c'est l'idéal. Quand un des deux lâche, ça peut encore tenir, mais quand les deux lâchent, on arrive dans une forme d'auto-exclusion. Et donc, les pistes que nous proposions à la fin de cette recherche, c'est d'abord de travailler la continuité. En ce sens, je pense que ça va bien dans ce que Léa expliquait tout à l'heure, de permettre et soutenir le hors-cadre, un pied dedans, un pied dehors, une cohérence pour lutter contre le décrochage social. Bon, ils ne sont pas capables, ces jeunes-là, à ce moment-là, d'être dans une mise en projet. On est dans un accompagnement, un soutien, le fait d'errer avec eux. Et dans ce cadre-là, une des choses dont eux pouvaient parler, qui les avaient vraiment soutenus, c'était des activités qu'on a appelées, nous, pré-texte, avant le texte, parce que la parole, ce n'est pas souvent leur truc, et que donc, avant de pouvoir se parler, il faut se connaître, il faut avoir fait des choses ensemble, il faut pouvoir partager sur quelque chose qui est extérieur à toi et extérieur à moi. Quelque chose qui fait lien, en fait. Quelque chose qui fait que on va pouvoir tisser une relation et retisser une forme d'accrochage. Dans ce cadre-là aussi, à propos de ces activités avant le texte, pré-texte, on avait pu souligner l'importance du travail de soirée et de nuit. Et c'était des gens qui me disaient, la journée on fait des entretiens, la nuit on parle. Voilà, je trouvais que ça disait quand même bien cette idée-là de prendre le temps, de ne pas être tout le temps dans on va résoudre des problèmes, mais c'est juste prendre le temps de parler. Un autre exemple qui avait été raconté, c'était un jeune qui avait demandé dans une institution d'aller chercher un pull qui était resté dans sa famille. Alors, il habitait à 60 km. Alors, aller chercher un pull à 60 km, d'accord, mais ça fait quand même 120 km en voiture pour les institutions. Pour l'institution, là, ce n'était pas si simple. Et en même temps, d'avoir pu faire ça, d'avoir pu accompagner ce jeune pour aller dans sa famille, juste chercher un pull, d'une part, ça avait permis de se parler pendant le trajet, de parler de l'importance du pull, de parler de l'importance du corps, on va y arriver tout de suite, l'importance que la famille quand même
continue à être en lien, même si c'est juste pour aller chercher un pull, on va jusque là et on fait des choses, on va le chercher, on le reprend avec soi, c'était pas rien du tout. Et donc toute cette question, et le point sur lequel j'arrive alors, c'est la question de la place du corps. Donc là, avec ce pull, c'était aussi ça qui l'amenait, c'était l'importance c'était le pull qu'il avait récupéré dans sa famille, c'était important. C'était aussi le pull avec lequel il allait pouvoir montrer qu'il avait gardé une certaine dignité. Parce que le corps, finalement, me disaient ces jeunes, c'est la seule chose qu'on a. Un corps qui dit ce qui ne peut pas être dit. Je me souviens d'un gars qui m'expliquait son histoire en me montrant sur ses mains, oui, là, tu vois, ça, il s'était passé ça. Et puis, il continuait comme ça en faisant le tour de son corps pour me raconter son histoire. Le corps donnait le support, même de sa parole. Un corps sur lequel s'inscrit l'histoire, mais ce corps-là, d'une part, c'est le seul qu'on a, d'autre part, il est parfois aussi transposé dans l'institution. C'est un autre jeune avec qui je faisais le tour de l'institution dans laquelle il avait été, et il me montrait tous les coups qu'il avait fait dans les murs de l'institution en me disant, tu vois, ça c'est moi, t'as vu la porte, ça c'est moi, comme si c'était la seule manière pour lui de s'inscrire quelque part. On peut penser que les jeunes qui taguent aussi, il y a quelque chose de ça, un corps qu'on pousse dans ses limites et dans ses retranchements, un corps sur lequel on veille. C'est important de pouvoir porter des vêtements de marque, de pouvoir faire du sport et de montrer qu'on est musclé, ou un corps qu'on détruit. Travailler à cette question de la place du corps, c'est sans doute aussi participer à freiner cette errance. Et puis, il me reste quelques minutes. Alors, je voudrais juste encore insister sur 2 points. Le fait que ce type de relation avec les jeunes, c'est une relation d'artisan de haute couture. Ce n'est pas un fast-food, ce n'est pas un truc facile qu'on va pouvoir faire pour tout le monde la même chose. Il va falloir extrêmement individualiser la relation, être sur le fil entre l'autorité et l'accompagnement, et ça va demander des grands artisans du lien que j'imagine que si vous êtes là, vous êtes. Un travail de réseau. Et alors, le dernier point sur lequel j'insiste, c'est le travail de réseau, de manière à ce que les institutions, on le voit bien, savent difficilement faire filet de sécurité, mais que alors le réseau fasse filet de sécurité, qu'il s'installe entre les différents intervenants d'une ville, d'un lieu, une confiance suffisante pour que si les jeunes viennent dans l'institution dans laquelle je travaille et me disent que telle institution, oui, c'est qu'ils font mal leur travail, c'est de la merde, c'est ci et c'est là, je puisse l'accueillir, lui, sans en rajouter, et tout en maintenant le lien avec cette autre institution pour laquelle, pour l'instant, il est obligé il est obligé par lui-même, par les faits, par l'histoire, je ne sais pas, mais il se fait qu'il n'est plus en lien. Est-ce que si nous, on arrive à être en lien entre intervenants, peut-être qu'on leur permet à eux d'être en lien avec eux-mêmes et aussi à refaire du lien avec la société et les intervenants qui les accompagnent. Voilà les histoires qu'ils m'ont racontées. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Yolande. C'était passionnant. Je ne sais pas si les prochaines intervenantes sont déjà là. Si oui, qu'elles prennent la parole. Mais en attendant, un tout grand merci, Yolande, parce que c'était vraiment c'était puissant. Ça sentait l'authenticité vécue. C'était instructif. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'abord laisser ceux qui ont des questions vous les poser à vous, en attendant que l'équipe du CHU arrive. Alors, en fait, il m'avait... Oui, on est là. Ah, super. Voilà, ok. Je craignais que je ne vous voyais pas. Ok, super. Alors, on garde tout comme prévu et on fait toutes les questions à la fin. N'hésitez pas si vous en avez et que vous avez peur de les oublier, de les mettre dans le chat. Et du coup, je donne la parole à l'équipe du CHU Bruckmann, donc Dr Soukias, Madame Bellegem et Madame Elshine, si je prononce bien, psychologue et psychiatre. Donc,
voilà, merci de votre venue. Merci. On va partager. Voilà. Euh, voilà. Vous voyez bien le PowerPoint. Oui, très bien. Voilà, donc bonjour à tous. Donc voilà, je vais me présenter. Je suis Estelle Soupiès, donc je suis psychiatre à l'hôpital Brookman et je suis le médecin responsable donc d'une unité qui est voilà, spécifique pour les jeunes adultes. On va en parler un peu plus tard. Voilà, dans le cadre d'un projet à l'hôpital Brookman, spécifiquement pour les jeunes voilà, de 16 ans. Et donc je travaille avec mes deux collègues psychologues. Donc, cette présentation avec moi. Alors, juste pour reprendre un petit peu, donc l'hôpital Brookman, donc c'est un hôpital bruxellois, un hôpital public qui fait partie du réseau IRIS, et donc c'est un hôpital général, mais qui a aussi un service de psychiatrie, un service de psychiatrie qui est en fait assez grand, qui a pas mal d'unités différentes, et donc cet hôpital s'inscrit dans le secteur nord-ouest de Bruxelles. Voilà, c'est un hôpital que personnellement je trouve assez joli parce que c'est plein de petits parcs. Je sais pas si certains. Voilà. Alors, nous, on fait partie de l'équipe jeune et donc cette équipe, en fait, elle agit sur trois volets, sur trois projets, enfin, sur un gros projet, mais donc de trois volets différents. Donc, qui est axé sur la prise en charge des jeunes de 16 à 24 ans. Et donc, notre premier volet, c'est une consultation pluridisciplinaire, donc avec psychiatre, assistante sociale. Et le deuxième volet... Excusez-moi, je vais vous interrompre. Il y a plusieurs messages dans le chat qui disent que le son est un peu moyen. C'est vrai que chez moi, c'est pas terrible non plus. Je vous comprends, mais c'est pas si évident. Peut-être que ça aurait avantage de couper la vidéo pour favoriser le son. Bon, en tout cas, de peut-être se rapprocher du micro et d'éviter de bouger trop la tête en se retournant, etc. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement un peu brusque, alors le son se... Ouais, peut-être commencer par ça et puis si ça marche pas, on coupera le son. On vous entend, hein, on a entendu le début, mais c'est vrai que c'est pas hyper clair, donc apparemment il y en a qui ont un peu plus dur à vous comprendre. Merci en tout cas. Arrêtez-moi si ça va pas. D'accord, alors je vous arrête et alors on essaiera pendant la vidéo. Voilà, désolé, merci. Merci. Donc le deuxième volet, donc c'est un module de jour, donc ça c'est une journée par semaine en fait, le mercredi toute la journée pour des jeunes qui sont en décrochage, donc décrochage scolaire, décrochage professionnel, décrochage social. Donc, voilà, et alors on a notre troisième volet, donc ça c'est vraiment l'hospitalisation, donc temps plein des jeunes qui dorment donc sur place. Et donc ce sont des hospitalisations donc qui sont aiguës, donc c'est-à-dire qu'on accueille les jeunes pour une période en moyenne de 3 semaines à 1 mois. Maintenant, on peut également les accueillir. Enfin, on a aussi 2 lits de crise donc pour faire des hospitalisations en urgence. Voilà, donc c'est des hospitalisations de 3 semaines à 1 mois, mais on a aussi 2 lits de crise donc pour faire des hospitalisations en urgence. Et là, c'est 5 jours renouvelables une fois. Ça peut être voilà. Donc cette unité, donc comme je disais, c'est pour les jeunes âgés de 16 à 23 ans. Et donc l'idée justement de ce projet, c'était vraiment de s'axer sur la tranche d'âge finalement de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, et aussi de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte. Yolande en a parlé de façon vraiment générale au niveau des institutions.
Mais en tout cas, c'est pareil, en tout cas au niveau du secteur de la santé mentale, c'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de trou comme ça dans la prise en charge. Et donc, ça fait quelques années que finalement, on essaye un petit peu de remédier à ça et d'éviter ce trou parce que c'est justement une tranche d'âge où il y a particulièrement besoin de soins et c'est particulièrement important que les jeunes ne se perdent pas dans le circuit et ne soient pas lâchés. Alors, c'est dans le cadre donc finalement de la construction de ce projet d'hospitalisation que Léa Tilkens nous a contactés pour qu'on puisse un petit peu finalement partager avec vous notre expérience de mise en place d'un tout nouveau projet, parce qu'en fait, cette unité, elle est très neuve dans le sens où on a commencé à accueillir nos premiers patients le 1er février 2022. Et donc, ce qu'on va partager avec vous, c'est toutes les réflexions du coup qu'on a eues par rapport à la mise en place de ce projet et tous les enjeux aussi voilà, auxquels on a été confrontés. Mais alors peut-être avant de revenir sur cet aspect-là, on voulait aussi parler un peu de clinique et vous parler d'une patiente voilà, qui nous a particulièrement marqué et dont l'histoire peut un petit peu nous aider, vous aider à vous présenter un petit peu finalement les enjeux qui sont liés finalement à cette tranche d'âge. C'est des jeunes qui font appel finalement au secteur de la santé mentale. Et donc, je vais parler ici d'une jeune adulte qui s'appelle Blanche et qui a débuté en fait un suivi à ma consultation en psychiatrie. Donc, quand elle avait 18 ans, aujourd'hui elle a 20 ans. Et donc, pourquoi elle est venue me voir parce que, alors, elle est venue accompagnée de sa maman, en fait, hein, c'est vraiment sa maman qui l'a conduite, qui l'a amenée, qui est venue avec elle à la consultation, parce que Blanche vivait vraiment reclus chez elle, parce qu'elle était très, très, très angoissée. Donc, l'angoisse sociale et l'angoisse en général l'empêchaient de sortir de chez elle. Même faire un tour du bloc, faire un tour du pâté de maison pour promener son chien, c'était quasiment impossible. Alors, l'angoisse chez Blanche, elle n'est pas nouvelle, en fait, elle est angoissée depuis très longtemps, que ce soit en famille, que ce soit à l'école. Alors, malgré toutes ces angoisses à l'école, elle a quand même réussi. Donc, elle a fini sa réto. Elle n'a pas redoublé, mais c'était au prix de vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que finalement, l'été de la fin des secondaires était un été où elle était particulièrement fatiguée. Et donc, quand elle a décidé de se lancer dans les études supérieures, elle a commencé en étant déjà un petit peu à bout. Et donc, elle a fait quelques semaines en enseignement supérieur, mais elle a décroché au bout de quelques semaines et se recluant vraiment chez elle. Alors, pour vous décrire un petit peu Blanche, donc elle est assez fine, assez grande, très pâle, avec des longs cheveux derrière lesquels elle se cache. Au niveau de sa tenue vestimentaire, en fait, elle est plutôt colorée, mais avec un aspect un petit peu enfantin. Elle s'habille un petit peu comme une petite fille. Elle a tendance à sourire, mais on sent que c'est un sourire un peu gêné. Et on se demandait aussi si c'était pas aussi un sourire un peu de façade. Alors, quoi qu'il en soit, Blanche est l'aînée d'une fratrie de 3, donc elle a aussi 2 petites sœurs. Alors, toute la famille, en fait, est globalement en souffrance. Donc, c'est vrai que j'expliquais que Blanche est venue avec sa maman parce que, voilà, elle n'ose pas sortir et sa maman a dû l'accompagner, devait l'accompagner. Mais ça allait au-delà de ça. Donc, c'est-à-dire que quand la maman venait, en fait, elle pouvait quelque part prendre beaucoup de place au niveau de l'entretien parce qu'elle était elle-même angoissée, elle était elle-même en fait en demande de réassurance finalement de la part des professionnels et donc elle pouvait aussi un peu investir l'espace de consultation de sa fille parce qu'elle était elle-même quelque part dans une certaine détresse et qu'elle avait peur aussi, elle avait très peur en fait d'être jugée aussi
d'être vu voilà, comme quelqu'un qui ne prend pas soin de ses enfants. Donc, voilà, en consultation, il y avait un petit peu cet équilibre à trouver entre pouvoir effectivement aussi recevoir la maman et être en alliance avec elle, mais aussi laisser un espace à la fille qui était finalement la personne qui était ma patiente. Voilà. Alors, voilà, c'est une famille, pour décrire en gros, mais qui était globalement, qui est globalement sur un mode un peu de façade, où tout sourire, tout va bien, etc. Donc, très difficile d'accéder, finalement, de toucher à quelque chose. Dans quelque chose où les parents avaient eux-mêmes eu un vécu, en fait, relativement difficile et avaient, à leurs yeux, beaucoup investi pour leurs enfants et donc avaient beaucoup de mal à imaginer que les enfants pouvaient aller mal parce que quelque part, ils avaient tout eu, on leur avait tout donné, donc il n'y a pas de raison d'aller mal. C'est quelque chose qui était, en tout cas dans un premier temps, assez nié malgré tout par la famille. Voilà, avec Blanche qui est aussi quelque part l'aînée, qui pouvait par moment prendre un peu une place un peu plus justement d'adulte ou de parents en aidant et en soutenant la maman, qui avait du mal à jouer son rôle un peu de parasitation. Alors, en ce qui concerne donc ma prise en charge, donc là, voilà, pour rappeler le contexte, j'étais en consultation avec la patiente, il n'y avait rien d'autre autour, donc elle était en consultation de psychiatrie, et donc ma prise en charge en individuel était quand même assez mise à mal, donc c'est-à-dire que la patiente ne voulait pas prendre de traitement alors que voilà, elle avait quand même besoin, les parents ne soutenaient pas ça, en invoquant des raisons financières, voilà. J'ai essayé évidemment de faire en sorte qu'elle ait un suivi psychologique en plus, mais ça a été quand même relativement saboté. Voilà, donc c'était un petit peu difficile de mettre du réseau autour de cette jeune alors que finalement elle en avait besoin. Elle a refusé aussi à un moment donné, je pensais vraiment l'hospitaliser, mais elle a refusé aussi, ça n'a pas été particulièrement non plus encouragé par la famille. Donc voilà, c'était un petit peu la galère. Alors, au niveau un petit peu des hypothèses qu'on pourrait imaginer par rapport à la patiente et par rapport à la famille, c'était un petit peu de se dire, ben, voilà, quelque part, on vous amène votre fille et on vous demande de la prendre en charge, on vous demande qu'elle aille mieux avec un petit peu cette demande-là. Et en même temps, on n'a pas trop envie qu'avec vous, ça aille mieux, parce que ça veut dire qu'alors vous faites mieux que nous et que nous, on est des mauvais parents et on pourrait se sentir jugés. Et donc, il y a aussi quelque chose dans cet idéal un petit peu de façade, c'est ben oui, on veut qu'elle réussisse, évidemment, c'est pas normal qu'elle ne réussisse pas, et en même temps, elle a une place assez importante à la maison, vu que, comme j'avais dit, elle a un petit peu ce rôle d'aidante aussi. Donc voilà dans quoi je me trouve pendant plusieurs mois, voire même plus que plusieurs mois, je dirais presque une année entière en fait. Mais ensuite, le projet commence à se développer et là, on commence à devenir vraiment une équipe pluridisciplinaire et à pouvoir mettre en place cette consultation pluridisciplinaire, donc qui n'existait pas avant à l'hôpital, en tout cas spécifiquement pour les jeunes. Et donc là, ben, j'ai une équipe et donc je peux en parler à mon équipe de cette situation. Et donc, voilà, donc Diane Elchen, qui est justement aussi thérapeute de famille, me propose aussi voilà, de voir la famille et d'apporter aussi un autre regard sur cette famille. Donc, les parents acceptent voilà, d'aller voir ma collègue. Et donc, l'idée, c'était aussi d'avoir un espace pour la famille, pour pouvoir aussi un petit peu désengorger l'espace que moi, j'avais avec la patiente.
Donc, en tout cas, dans cet espace familial, Diane a pu soutenir aussi les projets de Blanche, donc appuyer ce que moi j'avais finalement proposé en individuel, donc c'est-à-dire de, par exemple, quand même prendre un médicament. Alors, ce que je lui avais proposé, c'était de participer au module de jour pour les jeunes en décrochage, dont je vous ai parlé dans les 3 volets. Et donc ça a aussi pu être appuyé et quand même soutenu par les parents qui malgré tout, évidemment, commençaient à s'inquiéter du fait que leur fille n'était plus scolarisée et ne faisait plus rien de ces journées. Et donc avec en tout cas tout ce dispositif-là et qui a permis aussi d'avoir un autre regard sur la famille, puisque quelque part, moi j'étais plus axée sur le fait de rester en alliance avec la maman pour pouvoir maintenir aussi le suivi de la fille, mais ça a permis aussi à ma collègue de voir d'autres choses dans le fonctionnement familial et de mettre en évidence des aspects plus pathologiques du fonctionnement de cette famille. Et bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, avec ce dispositif-là, donc Blanche accepte donc de rejoindre le module Tempo. Donc pour les jeunes en décrochage, à mon début, elle était fort réticente, elle était très ambivalente, mais voilà, elle finit quand même par se présenter au module. Alors, entre-temps, par contre, les parents vont arrêter le suivi en famille. Alors, ça s'était un peu arrêté suite à une séance où ils étaient plutôt justement désunis, alors que jusque-là, ils s'étaient montrés assez unis à l'entretien. Et là, ça a été devenu finalement plus conflictuel entre eux, et là, ils ont stoppé. Mais quoi qu'il en soit, ça a en tout cas permis à Blanche d'adhérer au dispositif ici du module Tempo et d'avoir un espace beaucoup plus à elle. Et un jour par semaine, ça, elle pouvait l'accepter. Donc là où j'avais parlé d'une hospitalisation, d'un hôpital de jour où il fallait quand même aller plusieurs jours par semaine, elle avait toujours refusé. Mais un jour, ça, c'était encore acceptable. Et encore au début, elle avait demandé à venir juste le matin. Tout elle est venue toute la journée. Et alors aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du module, c'est sa maman qui devait la conduire et la ramener. Mais petit à petit, elle est capable finalement de venir toute seule. Voilà, mais je vais laisser du coup la parole à ma collègue Lia qui va vous illustrer un petit peu plus comment ça se passait pour Blanche. Voilà. Bonjour. Donc Blanche, elle a suivi le module Tempo de façon finalement très régulière et jusqu'au bout. On a pu constater qu'elle a... alors au début, elle était effectivement extrêmement inhibée, surtout lors du groupe parole. Alors, on propose différentes activités. Il y a un groupe parole en matinée et ensuite, il y a une art thérapeute qui propose des activités artistiques et ensuite un kiné, plutôt des activités corporelles l'après-midi avec les jeunes. Il y a une activité jeu vidéo également. Qui est proposée. Blanche, lors du groupe parole, était très, très inhibée, paralysée par la peur. Au sein du groupe, elle se cachait comme ça derrière sa longue chevelure, elle se faisait la plus discrète possible. Si elle pouvait comme ça disparaître au sein du cercle, ça l'aurait bien arrangé. Elle évite le contact visuel avec les autres jeunes. C'est presque impossible de prendre la parole de façon spontanée. Et il faut à chaque fois venir la solliciter, insister pour recevoir finalement des réponses très limitées ou alors qu'ils viennent refermer vraiment nos questions. Le premier jour, effectivement, était tellement angoissant pour elle qu'elle n'a pas pu rester toute la journée. Après, elle est repartie à la maison en fin de matinée. Alors, on a un... Ça, ce sont des cartes que l'on propose de temps en temps lors du groupe parole qui viennent du jeu Dixit. On propose aux jeunes de partir de cartes comme ça qu'ils choisissent.
pour aborder différents thèmes. La première carte, la fleur, là qu'on observe, on avait posé cette question finalement, comment est-ce qu'ils se sentaient ce jour-là, et aussi ce qui était compliqué, difficile pour eux, et ce qui les amenait finalement au module. Fleur en a dit très peu sur la carte qu'elle avait choisie, la fleur donc. Elle a simplement dit qu'un orage se préparait et que l'émotion qu'elle pouvait ressentir en observant cette carte, c'était la peur. On relève en effet dans cette carte un monde un peu menaçant qui entoure cette fleur. Elle, ben voilà, le sol s'effrite en dessous d'elle. On ne sait pas très bien ce qui arrive, mais on a l'impression qu'elle va tenir le coup. La taille de la fleur est quand même assez importante. Elle est ancrée dans le sol. Elle est finalement assez résistante, grande et lumineuse. Elle s'accroche. L'ouragan, on le sent, va passer, mais on a l'impression qu'elle va tenir bon. Voilà, donc on a pu faire ce parallèle avec cette fleur et les fleurs que Blanche porte souvent sur elle, sur ses vêtements, ses colliers, qui sont souvent très colorés, contrairement à la pâleur de son visage. La deuxième carte qu'elle a choisie, là, c'était autour de la question de leur place dans la famille. Donc, on voit un petit lutin là qui se fait manger par un lézard et une petite fée qui tente de le sortir de là, en tout cas de ne pas le lâcher. Là, Blanche en dit un petit peu plus. Alors, il faut savoir que c'est une carte que nous avons proposée un peu plus tard dans le module, de plusieurs semaines quand même. Et là, elle dit simplement cette phrase: parfois, la famille peut nous tirer vers le bas. Elle a dit d'elle-même qu'elle pouvait s'identifier à la fois au petit lutin et à la fois à cette petite fée qui essaye de se tirer de là. Mais c'est lourd, c'est compliqué, ses ailes sont toutes petites et voilà, c'est pas évident tous les jours. Blanche a aussi été vue dans des entretiens de coaching, comme on les appelle, d'accompagnement individuel autour d'un petit projet à mettre en place qu'on propose aux jeunes le temps du module. Ce n'était pas par moi, c'était par une de mes collègues assistantes sociales. Et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pouvait élaborer un projet pour soi quand on est à ce point fracassé et qu'on se sent si peu légitime d'exister pour soi-même finalement. Le premier projet de l'assistante sociale a été qu'elle puisse se réapproprier son espace. Et c'était simplement l'idée de redécorer sa chambre, qui était en fait l'ancienne chambre de ses parents, qu'elle occupait seule à ce moment-là. La coach de Blanche a souhaité comme ça travailler la subjectivation chez elle. Il y a eu la notion d'enveloppe qui était assez importante. Elle a évoqué l'idée qu'elle, dans l'idéal, elle souhaiterait se retrouver dans une cabane, seule sur une île, sans être humain avec elle. Mais protégée, que ce soit dans cette cabane ou dans sa chambre. Donc, comme l'a dit ma collègue, le docteur Soukias, on a pu en effet observer des petits changements comme ça chez elle tout au long du module, et qu'en effet, qu'elle venait seule finalement et qu'elle restait toute la journée et qu'elle venait tous les mercredis. Aujourd'hui, maintenant que le module est terminé pour elle, Blanche vient seule aussi en consultation ambulatoire, ce qui n'était pas le cas avant, donc sa maman la conduisait systématiquement. Ça a permis de réinvestir l'espace de la consultation pour elle. On a choisi de l'appeler Blanche à cause de sa pâleur, mais aujourd'hui, on aura envie de l'appeler Rose parce qu'elle s'est teint les cheveux, on la sent plus vivante, moins éteinte, même si la souffrance et l'angoisse restent là, évidemment. Mais Blanche est aussi dans un projet de déménager seule et de travailler actuel. Les parents, mais ça je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, ont mis en échec le suivi familial. Mais voilà, Blanche continue à venir rencontrer sa psychiatre et toujours l'assistante sociale qui l'a aidée pendant le module. On constate donc l'importance de la création du collectif en équipe, en plus du collectif entre les institutions. Voilà, je vais laisser ma parole maintenant. Ouais. Je voudrais peut-être changer de point. Moi, je voulais parler d'axes théoriques. Il y avait
qui avait nourri nos réflexions pour construire le cadre, mais il ne reste plus beaucoup de temps et j'imagine qu'il y a un temps pour la discussion qu'il faut laisser. Je ne sais pas combien de temps on a encore. Vous m'entendez? Oui, voilà, je vous entends. Mais si je comprends bien ici, vous allez plus développer les enjeux de cette cellule vraiment jeunes adultes transition, donc c'est quand même fort intéressant. Je ne sais pas combien de temps vous estimez que ça peut prendre. Mais dites-nous un petit peu combien de temps on dispose encore, comme ça voilà. 5 minutes? 5 minutes. Alors, je vais faire un résumé théorique, hein, je ne vais pas tout reprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses que les gens quand même connaissent. On avait quand même développé pas mal de théories. Est-ce qu'on a les références des articles? Je vais exposer justement les axes théoriques dans lequel on souhaite accueillir cette période de transition et qui vont alimenter notre réflexion clinique, puisque c'est quand même une réflexion en devenir. Nous sommes en train de construire quelque chose en même temps que les jeunes d'ailleurs. Alors, on s'est inspiré pour cette présentation sur 2 articles, voilà, pour cette présentation-ci qui nous ont bien inspirés. De Guy Cabrol, qui est un article sur la création d'un dispositif justement pour accueillir les crises d'adolescence en crise, et d'un article qui a été fait par un collectif de soignants sur base de réunions de travail sur cette période de transition à la Ligue francophone de la santé mentale. Mais voilà, je vais juste peut-être reprendre quelques axes qui nous ont paru importants et pas reprendre qu'est-ce que c'est qu'une crise d'adolescence. Je pense que tout le monde on sait bien ce que c'est et à quoi ça nous confronte aussi. Mais c'est un peu difficile de résumer et de relier, mais le processus d'adolescence donc s'opère dans un mouvement de désinsertion et de réinsertion. Le temps de l'adolescence doit pour nous, en fait, et ce qui est vraiment important pour nous, doit pouvoir comprendre de l'ennui, de l'échec, des prises de risques, et nous souhaitons développer des cadres qui puissent accueillir le vide, l'absence de projet, l'absence de demande, mais aussi l'exploration et l'inventivité. Alors, voilà, là, je citais cet article du collectif parce que je trouvais intéressant dans ce qu'il disait que confrontés à des attentes trop imposantes, certains jeunes préfèrent renoncer, quitter une place pensée pour eux, qui ne leur correspond pas, plutôt que de vivre l'échec, de ne pas répondre aux attentes des autres. Donc ça, c'est toute la question des idéaux, des idéals, de pouvoir se défaire des idéaux parentaux et objectaux, pour pouvoir créer leur propre ou être dans une impasse de création justement et pouvoir accueillir le jeune dans cette période-là. L'échec peut devenir une manière de décider pour soi, comme les comportements anorexiques, suicidaires, et cette solution, bien que risquée, est peut-être plus supportable psychiquement pour le jeune et on doit pouvoir l'entendre en tout cas pour réamorcer quelque chose. Donc, il est important d'aller vers ces jeunes en période de décrochage, mais pas comme agent de réinsertion sociale. On voudrait, on l'a déjà dit, mais souvent on se sent peut-être utilisé à une place de réhabilitation plutôt que d'accueil des mouvements psychiques et d'accompagnateurs en tout cas, et d'accueil de transfert. Un jeune en décrochage, je recite l'article parce que je trouvais ça assez important, c'est bien dit. Un jeune en décrochage n'est pas un jeune à réinsérer, un jeune qui de son vécu, de son expérience, donc un jeune en décrochage n'est pas un jeune à réinsérer, mais un jeune qui de son vécu, de son expérience, peut inventer de nouvelles logiques d'existence, de nouvelles définitions du bonheur, qui viennent nous questionner sur les nôtres et celles de la société. L'intérêt de désobéir aux règles et la crise de la transition vers l'âge adulte prennent alors des formes d'une puissance créatrice et d'une révolution. Et on a aussi envie de l'entendre du côté de la révolution et de l'impact que ça pourra faire à un niveau aussi, à leur niveau d'adolescents et de jeunes adultes, d'avoir un impact en tout cas sur des changements de société. Alors, une institution peut, nous concevons notre institution comme un espace transitionnel pour éviter que ne se figent des défenses invalidantes, des défenses
voilà, à leur corps défendant pour les adolescents, afin que puissent, on espère pouvoir, en tout cas c'est l'espérance qu'on a, réanimer la pulsion créatrice. Voilà en gros un résumé de ce qu'on voulait dire, au niveau théorique, mais il y avait plein d'autres choses à dire ici. Je ne sais pas comment vous voulez en parler. Donc, merci Angèle. Par rapport au PowerPoint, donc, qui résume un petit peu aussi ce qu'on voulait dire. On n'aura pas le temps de tout dire, mais parler peut-être de l'importance rapidement du groupe de pairs. Donc, c'est quelque chose qu'on a remarqué même pour Blanche, en fait, quand elle était au module, quand elle était dans des moments plus informels, finalement, avec les autres jeunes, on la voyait différente, on voyait d'autres parts d'elle, on la voyait quelque part s'animer différemment que dans un cadre comme ça, par exemple, dans un groupe parole, dans un cadre comme ça beaucoup plus officiel, et que c'est aussi le fait que les jeunes sont ensemble qui peut les aider. Et souvent, d'ailleurs, à la fin d'une hospitalisation, quand on leur demande qu'est-ce qui les a aidés, ils vont répondre « c'était les autres patients, c'était pas les psychiatres, c'était pas les psychologues ». Voilà, et l'importance de ne pas voir le groupe de pairs aussi comme un groupe rival, ce qui arrive souvent parce qu'il y a une horde comme ça de jeunes devant nous, mais voilà, de plutôt essayer dans la mesure du possible de les prendre en compte et d'éviter. On parle aussi un petit peu de la symptomatologie, mais ça, je pense que peut-être qu'une partie d'entre vous la connaît bien, mais en tout cas, chez les jeunes qui sont hospitalisés chez nous, c'est beaucoup de passages à l'acte, beaucoup d'impulsivité, de radicalité dans les actes. Voilà, alors on s'était aussi posé la question finalement parce que c'est quelque chose qui est un petit peu brandi comme ça dans notre société, comme finalement la norme. Voilà, on a dit il faut être autonome, il faut savoir se gérer seul. Et voilà, c'est comme ça, comme si voilà, du jour au lendemain, on devait se séparer de sa famille et se débrouiller tout seul, ou se séparer des institutions pour ceux qui sont en institution. Alors que finalement, il y a pas mal d'auteurs qui remettent ça en question et qui vont plutôt dire qu'en fait, en réalité, que pour devenir autonome, on est obligé de passer par des dépendances et parfois des nouvelles dépendances ou pas, ou passer par la famille. Et que c'est justement renégociant les choses avec la famille, avec les institutions, en renégociant sa place, qui est une place d'adulte, mais avec le soutien de la famille ou de l'institution, qu'on va réussir à devenir autonome, et qu'en fait, en réalité, on ne doit pas opposer le terme, faire une opposition entre le fait d'être autonome, indépendant et dépendant, parce que finalement, il y a besoin de passer par des dépendances pour accéder voilà, à l'autonomie. Et que ce qui est en fait en réalité important, c'est pas tellement d'être indépendant ou dépendant, c'est plutôt pour le jeune de prendre une décision, d'être dans une situation qui est en accord avec ses valeurs. Donc, tant qu'on est en accord finalement avec ses valeurs, qu'il passe par des dépendances ou non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les choses ont un sens pour lui. Et à partir du moment où on lui demande de faire quelque chose qui n'a aucun sens, c'est là qu'il va avoir finalement des comportements d'opposition et de réaction. Donc ça, c'est quelque chose dont on essaie de tenir compte aussi dans notre cadre hospitalier. Et donc, pour nous, en tout cas, le rôle des institutions, c'est de soutenir cette autonomie, mais dans une optique où le jeune peut dépendre de nous s'il en a besoin pour accéder à cette autonomie. Un rôle évidemment d'offrir un cadre stable, fiable et sécurisant pour les jeunes, aider évidemment dans la construction identitaire, accueillir les actes, et évidemment ici il y en a beaucoup, mais aussi de leur donner un sens. Voilà, et donc là, on recitait donc, cet article de la vie qui est très riche et qui amène, du coup, qu'on vous conseille, qui amène beaucoup de réflexion par rapport à cette période voilà, de transition vers l'âge adulte. Et donc voilà, juste pour conclure,
Du coup, on a essayé d'avoir tout ça en tête quand on a réfléchi à notre cadre d'hospitalisation, de la dignité naissante. Donc, on se rendait compte qu'on était effectivement confronté à tous ces enjeux, aux enjeux de jeunes qui sont en transition, en quête d'autonomie, mais qui ont encore besoin finalement de dépendre. Et donc, comment les soutenir dans le processus de devenir adulte, mais tout en, quelque part, les rassurant la part d'enfants insécurisés qui est encore bien présente chez eux. Voilà, comment aussi inclure le milieu, les parents, mais tout en respectant la liberté du jeune, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui nous disent qu'ils ne veulent pas en fait voir leurs parents. Donc, à chaque fois, c'est vraiment cas par cas, mais il y a à chaque fois beaucoup de réflexions autour de ça, comment faire avec les interdits, avec la loi, avec les risques de passage à l'acte, comment proposer un cadre cohérent et sécurisant, mais ne pas nous piéger avec un surplus de règles qu'on ne pourrait de toute façon pas respecter d'un point de vue pratique. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les questions auxquelles on s'est efforcé de répondre quand on a construit notre cadre de travail pour la création de cette unité. Mais on a bien conscience qu'on est une unité en construction avec des jeunes qui sont eux-mêmes dans un processus de construction et que bien sûr on peut s'appuyer sur notre expérience, sur de la théorie, mais on ne sait pas tout et que de toute façon adopter une position trop paternaliste, trop toute puissante avec des jeunes, ça ne fonctionnerait pas. Ce ne serait pas adapté à ses besoins et au respect que le jeune a, le besoin que le jeune a, qu'on respecte ses valeurs. Donc, on se dit surtout que ce qui va être le plus important, ce sera plutôt la capacité à s'adapter au fur et à mesure que l'on découvre les jeunes et de partir d'eux. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos 3 interventions. Le temps file, il va seulement nous rester 10 petites minutes pour les questions, les échanges, les réactions, etc. Je ne sais pas si quelqu'un veut d'emblée prendre la parole ou si on passe par une question du chat que Alexis aura notée. Je suis désolée pour la transition très rapide et très brutale, justement en parlant de transition, mais voilà, il est plus tard que prévu, comme souvent dans ce genre de configuration. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, je donne la parole ou Alexis? Mais je vais faire avec les noms que je vois. Donc, Nicolas Mortier. Il faut rallumer votre Voilà, micro. c'est fait. J'ai été sage, j'ai levé la main. Oui, j'ai vu. La parole, c'est gentil. Voilà, j'avais une question, en fait, c'est une réaction à l'exposé de Yolande Verbist que j'ai trouvé très intéressant. C'est vrai que je partage la plupart des constats, des suggestions sur le concept de cohérence, sur les activités prétextes, le lien qu'il faut réussir à trouver, en tout cas les modalités pour maintenir un lien et garantir ce lien dans une période de transition où beaucoup d'intervenants changent, etc. Mais ceci dit, en fait, c'est pas là-dessus que je voulais entendre un petit peu l'avis de Madame Verbist. Vous faisiez allusion aux améliorations qu'il y avait eu dans l'aide à la jeunesse depuis que votre étude a été terminée en 2012. Je dois avouer que le constat que moi je fais pour travailler en habitation protégée avec des jeunes garçons de 16 à 23 ans depuis 15 ans, c'est que depuis 2019, ça ne fonctionne plus bien du tout, en fait. Et donc voilà, je m'étonnais un petit peu, je voulais savoir un petit peu quels étaient les points qui avaient été améliorés et voir un petit peu, en tout cas dans la prise en charge de jeunes en souffrance, en tout cas qui ont dans leur parcours de vie ont présenté des troubles psychiatriques. Je trouve qu'actuellement, depuis le Code Madran, c'est quand même, la donne a quand même largement changé et l'accès aux soins pour les jeunes également. Et donc, je voulais voir si vous aviez eu des échos depuis l'avènement du Code Madran. Oui, ce que je voulais souligner, c'était que je pense qu'avant, quelques années avant la recherche, on ne parlait même pas de mise en autonomie, de préparer cette autonomie. Je crois que maintenant, il y a quand même des services qui font de la mise en autonomie. Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est avec des lieux où ça se passe très, très bien, des lieux où ça ne se passe pas du tout bien. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense qu'en tout cas, on a pris conscience qu'il fallait préparer cette autonomie. En ça, je pense que c'est une évolution. Ça ne suffit pas. On est bien d'accord sur le Code Madran. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut être tout à fait d'accord, je pense. Mais je pense qu'en tout cas, moi j'ai entendu des jeunes me raconter, j'ai eu 18 ans
Et on a préparé ma valise et j'ai dormi dans la chapelle qui était juste en face de l'institution. Je ne dis pas que ça ne se fait plus aujourd'hui. J'oserais même pas dire ça. Je pense que ça se fait encore, mais quand même moins souvent qu'avant. La jeune fille, elle a dormi la nuit de ses 18 ans dans la chapelle qui était devant l'institution, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on réfléchit à anticiper un peu. C'est ça que j'ai voulu dire. Pour le reste, on est bien d'accord. Merci. Je suis désolée de ne pas pouvoir dire autre chose. Merci. Je vois Madame Malghem, si je prononce bien. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, voilà, enfin, moi je rejoins un peu ce que M. Mortier disait. Moi je travaille à l'IPPJ de Jumet, donc vraiment en aide à la jeunesse, pure et dure, mais voilà, l'arrivée du Code Madran, moi je vais quand même signaler que ça a quand même vachement cloisonné notre travail qu'on peut faire au quotidien, non seulement avec les jeunes, pire encore avec les ados qui vont avoir 18 ans ou qui ont 18 ans, parce que nous en IPPJ, on a de plus en plus de jeunes qui ont 18 ans et qui restent, qui font des longs placements d'IPPJ parce qu'on ne trouve pas de place nulle part et que nous, on ne peut plus chercher de place nulle part. Donc voilà, et franchement, quand il n'y a qu'un seul dossier FQI, comme on les appelle, hein, mineurs délinquants, franchement, on ne sait quasi plus rien faire, nous, en IPPJ. Et c'est une catastrophe. Moi, je suis en train d'essayer de me mobiliser auprès de l'administration pour que les choses changent, parce que voilà, j'entends, je ne suis pas la seule, hein, mais j'entends mes collègues délégués qui sont dans le même combat, mais voilà, je trouve qu'il est temps, en tout cas, en effet, de trouver des services pour la transition des 16-23, parce qu'on nous demande de prendre de plus en plus en charge. Mais pour l'instant, il y a vraiment zéro service, quasi. Et je disais tantôt dans les commentaires un chouette truc par rapport au, c'est vrai, le statut de cohabitant qui pose problème quand on met les jeunes en autonomie et qui pose problème parce que on cherche souvent, quand on cherche des cotes ou des studios, on tombe dans des colocations. Et voilà, certains CPS sont plus cool que d'autres, mais voilà, souvent ça ne passe pas une colocation. Et donc voilà, ces jeunes sont de toute façon jamais prêts à 18 ans à être seuls. Et voilà, je vais vraiment dire que c'est compliqué. Je voyais que Mme Megang était aussi dans le webinaire et je pense que pour les juges à jeunesse, ils se battent aussi pour les FQI parce qu'on a de moins en moins de possibilités. Voilà. Tu me demandais les questions sur le chat, Léa, et donc Madame, vous venez de donner vous-même une réaction qu'il y a eu sur le chat. C'était en effet le statut de cohabitant qui vient encore complexifier les choses et venir se surajouter à la liste des obstacles rencontrés et qui empêche des solidarités amicales, familiales, sociales, etc. Donc ça, je me dis que c'était aussi en réaction à l'intervention de Yolande Verbist. Et alors, il y avait encore une ou deux réactions sur le code Madran qui semble être loin de faire l'unanimité. Je ne sais pas si, Yolande Verbist, tu veux encore réagir par rapport au statut de cohabitant Je pense que c'est aussi l'enjeu de toutes les associations qui travaillent sur les questions de pauvreté et que peut-être il y aurait moyen de réfléchir des synergies d'interpellation, de se mettre ensemble avec des gens d'autres secteurs pour essayer d'amener des regards qui soient complémentaires et peut-être effectivement arriver à faire changer ça parce que c'est urgent, c'est vraiment urgent. Pour le reste, Léa, je vais peut-être enchaîner avec 2-3 questions qui ont été posées. Oui. Il y a eu notamment l'une ou l'autre question pratique. Et je me demande si pour les questions pratiques, ça ne vaudrait pas le coup de donner plutôt le lien Internet vers le projet de Brugman. Et donc les questions pratiques, l'IA ou l'ICA de jour, combien de lits disponibles, combien de lits de crise, etc. Est-ce que tout le monde peut avoir accès en fait à ces infos, je me dis par un lien Internet ou par quelque chose comme ça, ça peut peut-être faciliter que tout le monde aille chercher les informations, combien de temps ils sont présents, enfin combien de jeunes par groupe, etc. Oui, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est peut-être vous envoyer les différents liens. Pour le module de jour, en fait, on a un flyer qu'on peut télécharger avec toutes les informations. Et pour l'unité d'hospitalisation, on peut aussi envoyer l'information sur comment faire une préadmission, etc. Super, je pense que ça, c'est vraiment le mieux à faire.
Et peut-être, il y a aussi la question, est-ce que votre PowerPoint, vous êtes d'accord qu'on le diffuse aux participants? Plusieurs ont posé la question. Oui, Écoute, oui. oui, je vous pose ça devant tout le monde, donc dites-nous par la suite. Donc, ça va rassurer ceux qui étaient intéressés par en disposer. Peut-être quand même une question encore un peu plus concrète. Enfin, comment est-ce que vous arrivez à fidéliser les jeunes dans votre module hebdomadaire, enfin, dans votre module tempo? C'est sûr que c'est pas évident parce que c'est des jeunes qui ont déjà décroché avant, donc qui décrochent. Donc, et donc, il y a toutes sortes de. Enfin, on se rend bien compte que quand ils viennent au module, ils viennent rejouer un certain nombre de choses qui sont déjà passées avant. Et donc, on vit un petit peu en direct parfois les raisons pour lesquelles en fait ils ont décroché avant, puisqu'ils le font aussi avec nous. Et donc, on essaie au maximum d'être ouvert, d'accepter. Alors, je reprends les termes de Yolande, mais c'est vraiment ça, ça nous parlait beaucoup, d'être un peu hors cadre, de ne pas être trop rigide sur lequel on se rend compte que ça ne fonctionnerait pas de toute façon. Si on essayait de respecter un cadre trop strict, donc on essaie d'être soutenant au maximum, quand ils ne viennent pas de les rappeler, d'essayer de comprendre, etc. Maintenant, malgré tout, il y en a quand même certains qui vont décrocher. Voilà. La plupart d'entre eux vont quand même jusqu'au bout du module, mais il y a souvent toute une série de raisons, alors que ce soit au niveau des interactions aussi avec les autres, par exemple, qui sont parfois, je ne sais pas, interprétés d'une manière ou d'une autre, et un jeune peut se braquer. Ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé. Certains jeunes qui, même un jour par semaine, eh ben, ça reste dur de respecter un horaire, ça reste dur. Et même un jour par semaine, Oui, ce sont souvent des jeunes qui peuvent avoir comme ça un rythme inversé dans le sommeil, et donc ils sont éveillés toute la nuit, ils dorment toute la journée, et on en a d'ailleurs au groupe actuel qui viennent après une nuit complètement blanche et qui préfèrent ne pas dormir pour arriver à venir au module, parce qu'ils disent, voilà, si je me couche et si je m'endors, je ne me lève plus pour venir, quoi. Donc, et alors, on essaie quand même de travailler aussi en réseau, donc on leur demande d'avoir un suivi quand même aussi à l'extérieur pour pouvoir s'appuyer aussi sur ce suivi. Voilà, et c'est pas pour autant que c'est le cas pour tous et que nous, on n'est pas hyper rigide, mais on se rend compte que ça fonctionne quand même mieux quand il y a quelqu'un derrière aussi qui peut encourager, qui peut soutenir le. Ok. L'heure avance, Alia, tu le disais, et donc je vois les participants qui Se déconnectent petit à petit. qui se déconnectent Oui. petit à petit. Je ne sais pas si tu veux clôturer. Il y a encore une question ou J'ai deux vu par une rapport au question. projet, plus Ouais. spécifiquement, mais à toi de voir si on prend le temps d'y répondre. Si la personne qui a posé la question est toujours là, je peux répondre. C'était Peut-être encore 2 minutes et puis on clôture, comme ça, Oui. on ne tient pas tout le monde. C'était pour savoir si un projet pouvait entrer dans le cadre du travail d'un CPAS, sachant que le public Exact. n'est aidé qu'à partir de 18 ans, c'est ça? Oui. J'imagine que ça, c'est pour le projet Java, hein, pour l'appel à projet. Si je me trompe, on me rectifie. Mais donc, pour le projet Java, oui, un CPAS peut remettre un projet du moment où, puisque c'est un des critères de recevabilité des projets candidats, du moment où il y a collaboration et partenariat donc, entre au moins, imaginons donc, le CPAS, qui effectivement appartient au monde adulte, et alors un organisme, une institution, un service de jeunesse, donc du monde jeunesse. Par exemple, c'est vraiment pour citer un exemple, je ne connais pas le projet dans les détails et il faut voir si il serait pris en tant que tel, mais le genre de collaboration qui existe déjà et qui pourrait être intéressante, par exemple, avec un CPAS, c'est du côté de Verviers où une AMO s'est associée avec un CPAS et avec une agence immobilière sociale, et où à trois, ils sont porteurs d'un projet collaboratif autour des jeunes, justement, donc, qui passe de l'hébergement, de l'aide à la jeunesse, etc., à la recherche d'un logement. Ça s'appelle Accroche-toi. C'est ça, Accroche-toi, de l'AMO Oxygène de Verviers. Donc oui, si un CPAS s'associe avec une institution jeunesse, il est tout à fait dans les critères pour répondre à l'appel à projet. J'espère que j'ai répondu assez complètement. Je ne sais pas si vous voyez une autre question, mais sinon, on peut laisser
tout le monde retourner à son travail. Tu ne voyais pas d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour du chat plus ou moins. Et Ok, il n'en reste pas dans l'assemblée des questions non plus. Ok, je vois pas tout le monde, hein. C'est compliqué, je vois quelques têtes et pas tout le monde, mais j'imagine que s'il y avait des mains levées, elles s'afficheraient en premier. Donc ben voilà, il me reste à vous remercier tous pour votre attention, pour vos questions, vos réactions. N'hésitez pas à contacter, en tout cas nous, de notre côté, le CRESAB, et moi plus personnellement, si vous avez des questions au sujet du projet Java. On vous enverra donc les PowerPoints des différentes interventions et le webinaire sera bientôt visionnable sur le site. Voilà, merci aux intervenants encore et merci à toi Alexis pour l'aide. Voilà, très bon après-midi à tout le monde et à bientôt.